Oui, très rapidement. Éric Ménard, qui est donc un spécialiste des questions de l'esclavage, de la traite, depuis fort longtemps. Euh, je crois que tu as quasiment commencé tes études d'histoire en t'intéressant à ces questions. Tu as, enfin, dans mon souvenir, tu as d'abord travaillé sur les questions d'enseignement autour de ces problématiques. Tu as publié pas mal de choses, à la fois en termes d'observation de ce qu'étaient ces pratiques, mais également en termes de propositions autour de ces questions-là. Je crois également que tu fais partie du comité national de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage. Excuse-moi de t'interrompre, Oui, il a disparu, il a été remplacé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Mais bon, d'accord. j'en ai fait partie, si je Tu en as peux. fait partie, voilà, parce que j'ai vu ça en cherchant quelques informations. Alors, tu en as fait partie au titre de ton, Avec Marcel de Rigny. avec Marcel de Rigny, au titre de tes recherches, hein, également au titre de ton rôle de formateur et de praticien en termes de formateur, formation d'enseignants. Euh, et récemment, enfin avant donc la publication de ce travail que tu as fait sur l'encyclopédie, euh, toujours dans une perspective qui est celle de l'enseignement, tu avais publié des articles à la base, un article en tout cas, avec Marie-Alban de Surmain sur la question de l'esclavage et de son enseignement, et plus récemment, en 2021, un collectif autour de ces problématiques de l'enseignement et de l'esclavage. Et au-delà, donc, une réflexion que tu as menée, cette fois-ci avec Catherine Cockry-Vidrovitch, sur être esclave. C'était à la découverte en 2019, et qui faisait aussi le point sur ce que c'était la situation de l'esclave entre le 15e, je crois, et le 19e siècle. Donc, tu as un panorama très large, en fait, de ces questions, hein, qui touchent à la fois à l'archive de la traite et de l'esclavage, mais également à une réflexion plus épistémologique et plus didactique. Et c'est à partir de ce point de vue-là, très ouvert, hein, que tu abordes ce thème de l'encyclopédie que tu vas présenter aujourd'hui. Voilà, à part, on a travaillé ensemble à Créteil il y a quelques années, donc on s'est croisés autour des problématiques de l'enseignement et autour de ces problématiques de l'esclavage, hein. Il y a aussi quelques lustres maintenant. Voilà, merci Eric d'être parmi Merci, nous, Annie. de venir présenter ce travail. Et puis donc tu as la parole quand tu le souhaites. Merci. Alors, c'est pas pour faire de l'autobiographie, enfin, de l'auto-histoire qui n'a pas grand intérêt pour ce qui me concerne, mais euh, quand j'ai voulu, tu as dit que ça faisait longtemps, effectivement, mais c'est pour montrer quand même un son peut-être d'avancée. Je voulais faire une maîtrise en 77. J'étais à Paris 1, donc une université assez importante, et je voulais travailler plutôt sur l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique. Et à l'époque, une des questions très prétentieuses que je me posais, mais bon, c'était d'essayer de comprendre pourquoi Guadeloupe et Martinique et Réunion et Guyane, les quatre vieilles, comme on disait, n'avaient pas connu la même voie vers l'émancipation que d'autres colonies, notamment les colonies d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et bon, c'était des questions qui me paraissaient pas totalement idiotes, mais et j'étais en contact avec Monsieur Droz, qui était un professeur pour lequel j'ai une grande admiration, enfin j'avais et j'ai encore. Et il m'a dit, on fait pas ça ici. Euh, et on m'a envoyé à Paris 8, où j'ai été accueilli. Alors à l'époque, c'était Vincennes, où j'ai été accueilli par Jacques Galissot, qui lui était spécialiste de la question algérienne. Mais enfin, je précise, c'était pour une maîtrise. Et alors, comme j'avais mauvais esprit, j'en avais conclu que pour traiter de ces questions, il valait mieux être à côté du zoo. Euh, Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, notamment bah, l'ouverture, la création de l'Université anti-Guyane. Et puis, par exemple, aujourd'hui, il y a un collègue qui a un poste de maître de conférence à la Sorbonne, à l'Institut, vous le connaissez, c'est Frédéric Réjean. Donc, on ne peut pas dire que tout soit avancé, mais il y a eu plein de choses, je ne vais pas revenir en arrière, mais il y a eu aussi la loi Taubira et des effets sur les programmes. Alors, pour ce qui est du livre dont je remercie de me laisser parler aujourd'hui, en fait, c'est une commande qui a été faite par un prof que je ne connaissais pas d'ailleurs de la fac Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée, qui est spécialiste d'histoire politique et qui m'avait demandé
à la suite de la lecture du livre que j'avais publié avec Catherine. Alors avec Catherine, on s'était partagé le monde, si j'ose dire. Elle, avec l'autorité de l'africaniste, avait pris, si j'ose dire, l'Afrique et commencé et fini par l'Afrique. Et moi, je prenais essentiellement le monde américain et on se retrouvait au milieu, quelque part dans un bateau négrier. Et à la suite de la lecture de ce livre, qui semble avoir intéressé, il m'a été demandé de publier cet ouvrage et ça correspondait, ça, je ne savais pas quand j'ai accepté, mais ça correspond à la période du Covid, ce qui fait que ça m'a permis de m'occuper de toute façon, enfin pour moi en tout cas, et d'apprendre un certain nombre de choses. Je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste, si tant est que je sois spécialiste de l'histoire de quelque chose, mais en tout cas, je ne suis absolument pas spécialiste de l'histoire de l'encyclopédie, et que mon entrée, comme le titre l'indique, c'est une entrée où il s'agit de s'interroger sur la place de la question des traites négrières et de l'esclavage colonial dans l'encyclopédie au moment où cet ouvrage a été publié. Est-ce que je peux avoir accès à la première diapo, s'il te plaît, Marc? Alors là, bon, c'est le titre avec la publication. Alors, ce livre a un gros défaut, c'est pas tant le fait qu'il soit publié à Genève, mais son prix, puisqu'il est vendu 60 euros, ce que je trouve un peu excessif. Enfin voilà, c'est ainsi. Et l'essentiel, évidemment, du travail ne me revient pas, puisque l'essentiel, mais je vais y venir, de l'ouvrage est fait d'articles. Je l'ai dédié à la mémoire de Marcel de Rigny, qui est mort peu avant la publication de ce livre, et donc c'est l'occasion une fois de plus de rendre hommage à cet ami. Pour la diapo suivante, s'il te plaît. En partant d'un travail qui avait déjà été fait par Jean Hérard, dans son livre Lumière et esclavage, Jean Hérard, dans son livre Lumière et esclavage, dans un colloque qui avait été organisé à Paris 8, avait identifié 51 articles qui traitaient, dans l'encyclopédie évidemment, qui traitaient de la question des traites et de l'esclavage colonial. Je suis parti de là, de ce tableau, et grâce à Robert Morisset, qui est professeur à l'Université de Chicago, j'ai eu accès, enfin, il m'a donné les clés, si je veux dire, d'utilisation de l'encyclopédie. Il y a eu l'Université de Chicago a mis en ligne un centre de textes, je pense que vous le connaissez d'ailleurs, un centre de textes du XVIIIe siècle, dont l'encyclopédie, et ça m'a permis d'avoir accès aux différentes occurrences d'un certain nombre de mots que j'ai cherchés. Alors, le premier que j'ai cherché, c'est esclave. Alors, esclave avec astérisque. 1746 occurrences, hein, c'est écrit sur le tableau, alors incluant les mots esclavon, esclavone, esclavonie, esclavone, esclavon. Mais la plupart des occurrences du mot esclave dans l'encyclopédie ne renvoient pas à l'esclavage colonial, mais renvoient à l'esclavage biblique, à l'esclavage antique ou à l'esclavage contemporain, mais dans d'autres espaces que l'espace qui m'intéressait. D'autre part, j'ai obtenu aussi, alors pour ce qui me concernait mon objet précisément, 238 occurrences pour esclavage, 448 occurrences pour esclaves et au singulier, et 962 occurrences pour esclaves au pluriel. Alors pour ce qui est de nègre, nègre au singulier, nègre au pluriel, négresse, négrillon, vous avez les occurrences. Voilà, j'ai obtenu un total de 591 occurrences réparties dans 100. Alors attendez, excusez-moi, je cherche, je crois, dans 93 articles, mais j'y reviendrai, qui explicitement parlent de l'esclavage. J'ai rajouté à ce corpus d'articles qui parlent explicitement de l'esclavage colonial, j'ai un certain nombre d'articles qui implicitement sont en relation avec cet esclavage colonial. Par exemple, j'ai intégré un corpus de 24, dans ce corpus, j'ai intégré 24 articles dans lesquels les auteurs n'évoquent pas explicitement l'esclavage afro-américain. Alors, ces articles sont café, colonie, j'ai mis les plus importants, coton, indigo, loango, sucre, tabac et ouida. Donc, 90 articles environ dans lesquels nègre, négresse, négrillon, au sens d'esclaves noirs, sont présents explicitement, ou esclaves, esclavage, et puis des articles que j'ai ajoutés, bien qu'ils n'intègrent pas explicitement, mais dans lesquels, évidemment, par exemple, l'article sucre, il était difficile de ne pas le mettre, même si l'article sucre que j'ai intégré dans l'ouvrage ne mentionne pas explicitement l'existence et tout le travail de ces hommes et de ces femmes. La diapo suivante, s'il te plaît, Marc. Alors, parmi donc 100
119 articles, et ces 119 articles ont été écrits par 13 auteurs identifiés. Alors, certains ne sont pas identifiés, dont 4 n'évoquent pas explicitement la traite négrière ou l'esclavage colonial dans leurs articles. Un tiers des articles n'ont pas d'auteur identifié. On peut toutefois supposer que nombre d'entre eux ont été rédigés dans un premier temps par Diderot et dans un deuxième temps par Jaucourt. Alors voici comment j'ai fait, en utilisant d'ailleurs Ancre, enfin l'encyclopédie numérique collaborative et critique de l'encyclopédie Académie des sciences. Il y a sur ce site des biographies qu'on retrouve aussi sur le site le site de Chicago, par exemple. Il y a les biographies de l'ensemble des encyclopédistes, et je me suis inspiré, puisque le travail a déjà été fait, de ces biographies pour présenter les 13 auteurs. Là, j'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste Le Romain. Donc, dans le livre, il y a une présentation des 13 auteurs et rapide présentation, rapide parcours biographique. Et puis, j'ai indiqué les articles que j'ai cités de chacun de ces auteurs. Là, par exemple, pour Jean-Baptiste Le Romain, quand c'est souligné, par exemple, l'article Cotonnier, ça veut dire qu'il n'y a pas explicitement référence à l'esclavage. Pour autant, implicitement, on comprend que les esclaves sont présents. Même chose pour Indigo, même chose pour Île de Dessous le Vent, et même chose pour Île de la Martinique et pour Sucre. Et les autres articles, lorsqu'ils ne sont pas soulignés, par exemple, nègre considéré comme esclave dans les colonies, évidemment, l'auteur renvoie explicitement à l'esclavage colonial. L'autre diapo, s'il te plaît. Alors, autre travail que j'ai fait, qui est un travail de synthèse, à la fin du travail, en fait, j'ai dans l'ouvrage fabriqué un tableau en m'inspirant du travail qui avait déjà été fait par Jean Hérard, par ordre alphabétique, tout simplement, les articles que j'ai reproduits dans l'ouvrage, avec, lorsqu'on a le nom de l'auteur, et une petite indication pour savoir si cet article fait référence explicitement aux traites négrières et ou à l'esclavage colonial, ce qui est par exemple le cas du premier article Akara, ou si cet article ne fait aucune référence explicite à l'esclavage colonial, ce qui est de façon assez étonnante d'ailleurs le cas de l'article affranchi ou affranchissement, ou de l'article Amérique, où il n'y a pas de référence explicite à l'esclavage ou aux traites négrières. Donc ça, c'est un travail qui m'a pris pas mal de temps, mais c'était surtout la synthèse qui m'a permis de compléter le travail le travail considérable qui avait déjà été mené par Jean Hérard. En regardant encore aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 articles que j'aurais pu rajouter. L'article grossesse, mais c'était compliqué. Enfin, j'aurais dû l'intégrer, et l'article Guadeloupe, mais l'article Guadeloupe ne fait absolument pas référence, comme l'article Martinique d'ailleurs, à l'esclavage colonial. Donc, ce travail pourrait être encore affiné et complété par quelqu'un de plus rigoureux que moi. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, chacun des 119 articles est présenté à peu près toujours de la même façon. Évidemment, le titre de l'article, l'auteur lorsqu'on le connaît, ou sinon je précise qu'on ne le connaît pas, le tome dans lequel cet article a été publié, et la page et la date de publication. Donc là, c'est un article Akara ou Akaraï de Denis Diderot, tome 1, page 59, et la date de publication de l'article, c'est dans le tome 1, c'est 1751. Alors ce que j'ai mis en rouge, qui n'est évidemment pas en rouge dans le livre lui-même, un petit chapeau introductif pour présenter rapidement, ou moins rapidement, tout dépend de l'enjeu de l'article. Parfois, le développement est évidemment plus long. Et puis, pour chacun des articles, ou quasiment chacun des articles, des notes de bas de page qui précisent le vocabulaire ou qui donnent des éléments d'indication pour permettre la compréhension de ce texte, avec aussi, dans l'esprit des Lumières, mais j'y reviendrai, les références à ceux que les auteurs ont parfois, en les citant ou en les citant pas, recopiés, y compris parfois totalement intégralement, ce qui est le cas d'ailleurs de Diderot, qui commet une erreur géographique en situant Accra en Amérique du Sud, alors qu'il s'agit incontestablement d'Accra, l'actuelle capitale du Ghana. Mais là, Diderot est pris en flagrant délit de mauvaise copie alors je crois que c'est du dictionnaire du commerce. Je ne me souviens plus. Toujours est-il que là, ce premier article commence par une erreur
de Diderot. Il y a une confusion manifestement avec un site au Paraguay, un site jésuite. Il y a une confusion, un site jésuite dont j'ai retrouvé difficilement la trace, mais qui a existé très provisoirement, qui a un nom assez proche. Donc là, il y a quelque chose qui serait approfondi, hein, mais c'était pas mon projet. Mon projet était de développer des choses beaucoup plus explicites en relation avec les traites négrières et l'esclavage. Voilà, c'était pour la présentation de travail tel que je l'ai conçu et du corpus. Maintenant, je vais passer, s'il te plaît, sur la diapo suivante, comme ça il y aura le plan de l'exposé et la première page de l'encyclopédie. Alors, en introduction, alors je suis désolé parce que je sais que ce que je vais vous dire, vous le savez pour la plupart d'entre vous déjà, mais enfin, c'est toujours difficile de, de, de se caler, si je veux dire, au niveau de son public. C'est mon souci de pédagogue, mais là, je ne vais pas être très, très bon. Alors, les 28 volumes in folio de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par la Société de Jean Lettres furent publiés entre 1751 et 1772. Pendant ces 2 décennies, environ 1 600 000 Africains furent embarqués dans des navires négriers, dont 250 000 environ à bord de navires négriers français. Il y avait alors plus de 650 000 esclaves dans les colonies françaises de l'Atlantique et de l'océan Indien. Au cœur de cette période, la guerre de 7 ans, 1756-1763, s'étendit sur les océans, où les 2 principaux belligérants avaient des colonies. Les négociations qui débouchèrent sur le traité de Paris eurent comme enjeu majeur pour la France et la Grande-Bretagne le contrôle des îles à sucre. Comment alors comprendre que parmi les 74 000 articles de l'encyclopédie, moins d'une centaine concernent explicitement la question des traites négrières et de l'esclavage colonial? L'analyse et la mise en relation de cette centaine d'articles de longueur et de portée très inégales m'ont permis de m'interroger sur les contradictions et les ambiguïtés des encyclopédistes, mais aussi de prendre en compte l'expression parfois fulgurante de principes anti-esclavagistes. Comme en témoigne notamment le cheminement de Diderot, les débats ouverts par la première édition de l'encyclopédie ont contribué, lors de la décennie suivante, à une radicalisation de la pensée anti-esclavagiste et à un enrichissement de son expression dans le débat public, alors que la traite et l'exploitation du travail servile atteignaient des sommets jusqu'alors inégalés. Je passe à la première partie de mon exposé, une aventure éditoriale du siècle des Lumières. Vous le savez, mais rappel, l'encyclopédie ne devait être à l'origine qu'une traduction de la Cyclopédia d'Ephraim Chambers. En 1747, Diderot et d'Alembert furent chargés de la direction du projet par le libraire parisien Le Breton. Le travail de rédaction des 17 volumes des discours, alors discours c'est sur les articles, hein, se poursuivit durant plus de 2 décennies. Le premier volume paru en 1751, mais sa préparation avait commencé 4 ans plus tôt, donc en 1747, lors de l'engagement d'Diderot et d'Alembert dans l'entreprise, tandis que le dernier volume parut fin 65 et le dernier tome des planches en 1772. La parution du dictionnaire raisonné bénéficia dès son début d'un réel engouement. Les souscriptions affluèrent, 1500 en juillet 51, 4000 en 1757, 25 000 exemplaires furent vendus entre 51 et 82. Mais cette publication, vous le savez, se heurta de multiples attaques, notamment à celle des Jésuites, dans le journal de Trévoux, mais aussi à celle des jansénistes. Ce projet s'inscrit dans un contexte éditorial marqué par un genre en pleine expansion, les dictionnaires universels, dont l'origine fut le dictionnaire d'Antoine Furetière à la fin du XVIIe siècle. Outre les articles de dictionnaires universels comme le Furetière et surtout le Trévoux, les auteurs des articles du corpus, notamment Diderot et le Chevalier de Jaucourt, ont fréquemment fait des emprunts avec ou sans citation de la source, à des dictionnaires plus spécialisés, dont alors le Dictionnaire universel du commerce, que j'ai déjà cité, de Savary des Brulons, inspecteur général des douanes à Paris. Cet ouvrage posthume contenait des informations réunies à la fin du XVIIe siècle et jusqu'au début du XVIIIe siècle. Le dictionnaire géographique portatif de Jean-Baptiste Ladvocat, je ne sais pas si on dit Ladvocat ou Ladvoc, enfin, bon. On appelle son dictionnaire vosgien, comme indiqué au fil des notes de bas de page, donc outre donc, le Furetière qui sert de modèle et l'encyclopédia, ils ont utilisé donc le dictionnaire universel du commerce notamment et le dictionnaire dit vosgien. Comme indiqué au fil des notes de bas de page qui accompagnent les articles du corpus, les auteurs
ont eu recours fréquemment à une documentation livresque ancienne, parfois périmée. Ainsi, Diderot, lorsqu'il écrivait ses articles sur la culture de plantes comme le cacao ou le café, se réfère-t-il à des sources qui datent du début du XVIIIe siècle et qui ont plus de 30 ans, alors que dans les colonies, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Le sucre et le café, dans une certaine mesure, ont pris le dessus, et le cacao a pratiquement disparu. Donc, premier obstacle, je dirais, pour la rédaction de ces articles de la part des encyclopédistes, et notamment de Diderot dans un premier temps, c'est l'usage de sources qui sont des sources déjà anciennes. Autre difficulté auquel ils se heurtent, c'est qu'aucun d'entre eux n'est allé dans les colonies. Le seul qui les connaît, qui y a vécu, c'est le Romain. C'est le seul parmi les esclavagistes qui ont écrit sur les colonies esclavagistes à y avoir vécu et à présenter des informations de première main, notamment sur le travail des plantes dans les plantations. Toutefois, du point de vue technique, les planches qui portent sur les cultures tropicales, j'y reviendrai, complètent les informations fournies par les articles, mais leur point commun avec les articles évoqués est de ne pas montrer la brutalité de l'exploitation des esclaves. Diapo suivante, s'il te plaît, Marc. Ouais. Donc, à propos des planches, j'ai pris... Alors, il y a dans l'ouvrage que j'ai publié, j'ai fait reproduire, ça n'a pas été simple d'ailleurs avec l'éditeur, mais enfin, il a fini par accepter. Vu le prix du livre, c'est quand même loin des choses. Donc, j'ai fait reproduire une planche sur le coton, une planche sur un ligoterie et manioc que vous avez là sous les yeux, et des planches, 1, 2, 3, 4 planches sur les sucreries, plus d'autres planches sur des plantes comme le cacao. Alors, ces planches, en fait, comme les articles d'ailleurs auxquels elles se réfèrent, valorisent le travail et non pas les travailleurs. Ce qui les intéresse, c'est les techniques employées. On le voit, c'est un classique, on le voit là sur l'image, notamment si on l'agrandit, celle qui est au-dessus, les travailleurs, en l'occurrence les esclaves, sont des silhouettes et à aucun moment la dureté du travail, la pénibilité de leur labeur n'est évoquée. Ce qui compte, c'est le travail et non pas les travailleurs. Je cite à propos de ces planches ce qu'a écrit Jean Errard, je cite, « Une idylle technologique, aucune place dans ce pour l'humiliation et la souffrance des esclaves. » Toutefois, ces planches sont remarquables hein, par leur technicité, par leur précision et par les informations qu'elles peuvent apporter dans la légende qui les accompagne, même si certaines se réfèrent à d'autres planches qui ont déjà été précédemment publiées dans d'autres ouvrages, notamment dans les éditions du Père là-bas. Mais là, on a, par exemple, celle-ci me paraît particulièrement intéressante quand on travaille sur cette question pour comprendre aussi les conditions de travail et les techniques de travail. Alors après, il y a tout un travail complémentaire, évidemment, à faire pour avoir accès à ce qu'était la réalité du travail servile. Deuxième partie, ce que j'ai intitulé « Les encyclopédistes de l'ambiguïté à la condamnation ». Moi, je vais prendre un peu mon souffle. L'histoire de la pensée anti-esclavagiste fut celle d'une laborieuse prise de conscience qui a conduit à dépasser la protestation face aux excès des mauvais traitements infligés aux esclaves pour déboucher sur la structuration d'une argumentation intellectuelle qui s'est heurtée à de nombreux obstacles. Ce que j'ai constaté, là, c'est le travail que j'avais fait sur les pratiques pédagogiques et la principale source, celle en tout cas qui est le plus facile d'accès, qui sont les manuels. Dans les manuels d'histoire, que ce soit les manuels d'histoire du secondaire pour les classes de quatrième ou de première terminale selon les programmes, on donne toujours, si je veux dire, les auteurs d'articles, et c'est pas facile de faire un manuel scolaire, c'est toujours facile de descendre, mais pour y avoir participé, c'est un travail qui suppose déjà des négociations avec les éditeurs et c'est pas simple. Donc, mais je ne fais qu'un constat. Ce que j'ai constaté à deux exceptions près dans les manuels pour le lycée, c'est que les textes qui sont cités sont toujours d'ailleurs à peu près les mêmes. C'est toujours Voltaire, un extrait de Voltaire de Candide, le nègre de Suriname, et y compris ce qui est le plus gênant dans la fin du texte, où on explique que les Africains se vendent entre eux et généralement évacué. Donc un Voltaire anti-esclavagiste qui se plaint à juste titre, le sort de ce malheureux nègre Suriname. Ça, c'est le texte qui revient le plus fréquemment. Et puis un autre texte, c'est le texte de Montesquieu, que vous connaissez sur la dénonciation, sur lequel je reviendrai, sur la dénonciation par Montesquieu de l'esclavage colonial. Mais ces textes, qui sont des classiques par ailleurs, il ne s'agit pas de ne pas les donner aux élèves, ne sont jamais mis en regard, ou rarement, sauf dans deux exemplaires, deux éditeurs que j'avais retrouvés sur plusieurs dizaines de manuels,
ces textes sont rarement mis en regard des argumentaires des esclavagistes. Or, on avait fait une expérience pédagogique intéressante avec une collègue dans un lycée. On avait donné aux élèves des textes avec les arguments des esclavagistes. Et d'autres élèves avaient reçu des textes avec des arguments, mais des textes du XVIIIe siècle, avec les arguments des anti-esclavagistes. Et après, chacun devait défendre, devait faire une synthèse, et devait défendre des arguments soit des esclavagistes, soit les arguments des anti-esclavagistes. Ce que les élèves ont constaté, à leur grande surprise, c'est que les arguments les plus percutants étaient les arguments les plus, j'allais dire, les plus modernes, les plus contemporains, étaient les arguments des esclavagistes. Un peu similaires d'ailleurs à ceux des marchands d'armes. C'est-à-dire que si ce n'est pas nous, sous-entendu les Français, peu importe, les Anglais, si ce n'est pas nous, peu importe le nous, du côté des négriers, ça sera des méchants qui le feront. Alors, il va de soi qu'ils vont être déportés sur un navire négrier français que sur un navire négrier anglais, par exemple. C'est manifestement plus confortable, en tout cas du point de vue des négriers. Là, en fait, le texte que je vais faire est plutôt celui d'un négrier anglais ou hollandais qui, lui, est un protestant et qui trouve mieux de déporter à bord d'un navire négrier protestant qu'à bord d'un navire négrier catholique. Autre argument, c'est de dire, bien, si ce n'est pas nous qui le faisons, donc ce sera d'autres. Autre argument, c'est de dire combien on va ruiner l'économie. On va ruiner l'économie portuaire, on va ruiner l'économie de l'arrière-pays, toute la vallée de la Loire au XVIIIe siècle, enfin une grande partie de l'activité de la vallée de la Loire est à mettre en relation, sans parler de l'arrière-pays bordelais ou une grande partie de l'arrière-pays de la côte atlantique française ou européenne, est à mettre en relation avec le travail fourni, soit par la fourniture de marchandises pour la traite, soit par l'exploitation, la transformation des marchandises qui viennent des colonies. Donc, je reviens à cette expérience. Les élèves, et le hasard fait que d'ailleurs, je me souviens, c'est assez émouvant, il y avait une élève haïtienne, une élève haïtienne d'ailleurs, qui était qui avait tiré par hasard le texte esclavagiste et qui avait défendu avec beaucoup de conviction les arguments esclavagistes. Et ses camarades anti-esclavagistes étaient finalement pris au dépourvu. Parce que face aux arguments d'une incroyable modernité sur la question internationale, sur les enjeux économiques qui leur parlent en plus, je ne sais pas les arguments qui leur sont totalement indifférents dans le contexte dans lequel nous vivons, les élèves en face avaient un peu de mal à argumenter. Donc c'était une façon aussi de leur dire que, bon, par ailleurs, il y a des arguments contre l'esclavage, je ne vais pas les développer, notamment un argument essentiel qu'on va retrouver par la suite, c'est l'argument du droit naturel. Les hommes naissent et deviennent libres et égaux en droit, et manifestement, l'esclavage colonial, la traite et l'esclavage colonial sont évidemment des violations de ces principes, mais vous voyez, c'est pas simple. Et moi, c'est ça qui m'intéressait aussi dans le travail avec les élèves, c'est de leur montrer que s'il y a des arguments anti-esclavagistes qu'on retrouve souvent, c'est parce que les anti-esclavagistes ont dû mener la bataille, et ils ont mené une bataille féroce, très très difficile, pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, il y a une innovation, parce que depuis l'Antiquité, on le retrouve au XVIe siècle, depuis l'Antiquité, la plupart des théologiens, des philosophes, des juristes sont esclavagistes et avancent des arguments en faveur de l'esclavage, sinon de la traite, c'est plus tardif. Donc il y a une longue tradition intellectuelle esclavagiste et livresque. Une autre raison aussi qui rend les choses compliquées, j'ai évoqué implicitement pour les encyclopédistes, en tout cas pour ceux qui se placent du côté de l'anti-esclavagisme, qui critiquent la traite négrière, c'est que la plupart de leurs sources, outre d'autres dictionnaires, mais la plupart de leurs sources sont des récits de voyage dont les textes et les images mettent souvent en relief, je cite, la barbarie des Africains et reprennent souvent l'idée que la traite est un mal nécessaire pour permettre de les civiliser. C'est-à-dire que les textes qu'utilisent les hommes du XVIIIe siècle sont des textes, quand ce sont des récits de voyage, qui ne sont généralement pas favorables, ils sont exceptionnellement favorables en tout cas aux populations qui sont victimes de la traite négrière sur les côtes africaines. L'autre problème auquel se heurtent ces intellectuels, c'est la distance géographique. Aucun de ces encyclopédistes, à l'exception, je l'ai cité de Le Romain, aucun de ces encyclopédistes ne connaît la réalité des colonies pour y être allé. Et ce qu'il connaît, je vous dis, c'est à travers des récits de voyage et c'est aussi à travers les conversations qu'ils peuvent avoir ou les échanges qu'ils peuvent avoir avec des gens très distingués qui sont présents à la cour ou qui sont présents à Paris, qui représentent la plantocratie et qui évidemment vont donner une vision pour le moins aseptisée de la réalité coloniale. C'est aussi cette image que l'on retrouve dans la peinture à partir de la fin du XVIIe siècle et qui vraiment va être très très présente au XVIIIe siècle. Je fais un petit point là sur les représentations artistiques. C'est celle, alors parfois d'une dame de l'aristocratie ou de la bourgeoisie,
parfois d'un homme, hein, on a les deux. J'étais à Bordeaux récemment et il y avait là un négrier bordelais qui avait derrière lui de profil un jeune homme noir qui tenait un cheval fougueux. Donc cette image, alors très souvent du petit page enturbané, à côté d'une belle dame ou d'un monsieur, où on a une vision là de la poupée du caniche humain et qui n'a rien à voir, comme le faisait remarquer d'ailleurs l'auteur des Mythes de Paris, qui n'a rien à voir avec la brutalité et la barbarie. Ça ne veut pas dire que c'était bien, c'est ce que je suis en train de dire, mais ce petit animal, ce petit enfant qui bénéficie des câlins de l'aristocrate ou de la bourgeoise n'ont rien à voir avec les conditions d'exploitation et la brutalité du travail esclave. Donc on a, pour ces hommes des Lumières, et pour ces femmes, en l'occurrence aux hommes des Lumières, on a une vraie difficulté à percevoir ce qu'était la réalité du travail esclavagiste. On a par exemple à la cour un brillant membre de la plantocratie qui s'appelle Jean-Baptiste Dubuc et qui va séduire aussi bien Choiseul que la cour et qui est en relation, en conversation avec les auteurs de l'encyclopédie qui fréquentent ce monde. Et puis, dernier argument, mais ce n'est pas le moindre, c'est l'argument économique. Dire que les anti-esclavagistes allaient à l'encontre des intérêts du complexe colonial. La traite négrière et le commerce colonial qui reposait sur cette exploitation servile, de cette manœuvre servile, furent une des grandes affaires du XXe siècle. En 1763, vous le savez, c'est un classique, mais bon, ça permet de gagner du temps dans l'argumentation. Lorsque les Français devaient choisir entre les arpents de neige des territoires canadiens et les îles à sucre, ils n'hésitèrent pas. Et face au Québec, les îles à sucre, les petites îles à sucre pesaient bien plus parce qu'elles étaient d'un apport économique majeur. Un tiers du commerce extérieur français provient des produits d'origine coloniale. Alors pour ce qui est du discours des Lumières, il n'a pas été uniforme. Il a évolué évidemment dans le temps et il est traversé par des contradictions. Alors, à la différence du discours, que je ne développerai pas, hein, à la différence du discours mené, des combats menés par les anti-esclavagistes britanniques, qui eux firent appel à l'expérience, notamment à l'expérience d'anciens esclaves, le plus célèbre d'entre eux étant Olada Kuyano, les esclavagistes français, les anti-esclavagistes français avancèrent soit des arguments humanitaires, à connotation plus sentimentale que religieuse, alors que l'anti-esclavagisme anglo-saxon, lui, a une connotation, notamment avec les Quakers, a une connotation essentiellement religieuse. Donc là, pour du côté français, on a soit une approche humanitaire, soit une approche philosophique, nourrie par la théorie du droit naturel. Une première étape fut franchie vers 1750, lorsque les philosophes perçurent les contradictions entre les principes défendus par le discours philosophique et les pratiques négrières, et ils évoluèrent, et là je cite à nouveau Jean Errard, de l'indifférence à la gêne. À la veille de la publication des premiers tomes de l'encyclopédie, la critique de l'esclavagisme colonial connut une étape majeure avec la parution en 1748 de l'Esprit des lois de Montesquieu, qui, après avoir dénoncé les crimes de la colonisation européenne de l'Amérique, consacra le chapitre 5 du livre 15 à attaquer par l'ironie les arguments des partisans de l'esclavage des Noirs. C'est ce texte-là, ou un extrait de ce texte-là, qui est pratiquement toujours cité dans les manuels, aussi bien dans les manuels d'histoire que dans les manuels de lettres, lorsque les élèves ont des manuels de lettres de français. Toutefois, l'audace théorique de Montesquieu contraste avec sa prudence pratique. Ça a été l'objet de discussions très vives avec Louis Salamolins, mais il y a maintenant maintenant 40 ans, puisqu'il a publié son livre non pas en 1685, mais en 1985. Toutefois, l'audace de Montesquieu contraste avec sa prudence pratique. Il était incontestablement anti-esclavagiste, mais il n'était pas abolitionniste, car il n'envisagea pas les moyens d'en finir avec l'esclavage. Dans la dernière partie du livre 15, il ne se préoccupa que de prévenir les abus, dans le chapitre 11 et 12, ou le danger d'un trop grand nombre d'esclaves, chapitre 13. En fait, il est pour un esclavage, je veux dire, modéré. Dans les chapitres 16 et 17, je cite le titre « Précautions à prendre dans le gouvernement modéré » et, entre guillemets, « Règlement à faire entre les maîtres et les esclaves », il écrivit, donc Montesquieu écrivit dans ces chapitres qu'un peu, je cite, de douceur prévient la révolte, comme à Athènes, puis il détailla les précautions souhaitables qui rappellent certains articles du Code noir de 1685. Par exemple, je cite là Montesquieu, « Le magistrat doit veiller à ce que l'esclave ait sa nourriture et son vêtement. Cela doit être réglé par la loi.
dans le chapitre 18, Montesquieu donne ce conseil, il ne faut pas faire tout à coup et par une loi générale un nombre considérable d'affranchissements. Et là, on entend les débats qui vont traverser le mouvement révolutionnaire, notamment lors de la première abolition de 94. L'ouvrage de Montesquieu a exercé une influence considérable sur deux des principaux auteurs de l'encyclopédie, et il y a un article d'ailleurs de l'encyclopédie qui est consacré à Montesquieu. Ces deux auteurs sont d'Alembert et Jaucourt. L'un et l'autre rendent hommage au livre de l'Esprit des lois, mais leurs interprétations des pages consacrées à la question de l'esclavage diffèrent, voire se contredisent. L'un, c'est-à-dire d'Alembert, reprend la formule de Montesquieu selon laquelle, dans les climats dont la chaleur énerve si fort le corps et affaiblit tellement le courage, que les hommes n'y sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment. Donc l'un justifie, de cette mesure d'Alembert, justifie l'esclavage compte tenu du climat, alors que Jaucourt, dans le long article Esclavage, se réfère aussi à Montesquieu, mais condamne l'esclavage sans réserve. S'en prenant aux justifications de l'esclavage par le climat, il affirma, je cite, que quelque pénibles que soient les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres, en les encourageant par des récompenses et des privilèges, en proportionnant les travaux à leur force ou en y suppléant par les machines que l'art invente et applique suivant les lieux et le besoin. L'esclavage n'est pas seulement un état humiliant pour celui qui le subit, mais pour l'humanité même qui est dégradée. Donc là, on a à partir du même auteur, la référence au même auteur à Montesquieu, deux lectures contradictoires non pas de la réalité, mais d'une justification ou au contraire d'une condamnation des pratiques esclavagistes. Alors, je vous ai dit que j'ai identifié 13 auteurs qui ont rédigé les articles qui évoquent de façon plus ou moins explicite et approfondie les traités d'esclavage dans les colonies européennes. Sur l'esclavage colonial, comme sur d'autres questions, l'encyclopédie exprime les hésitations, les ambiguïtés ou les contradictions et atteste d'un lent et difficile cheminement d'une prise de conscience par des auteurs majeurs comme Diderot, Damilaville ou Jaucourt du caractère insupportable et insoutenable de la déportation et d'exploitation de millions d'hommes et de femmes, ce qui n'exclut pas, chez ces mêmes auteurs, l'expression de préjugés ethnocentriques sur les populations africaines. C'est le développement de la deuxième partie. Est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, Marc, la huitième diapositive. Donc là, j'ai mis en diapo un extrait du célèbre article du Chevalier de Jaucourt, Traite des nègres. Vous le connaissez, je vous laisse le relire pour mémoire. Et dans cet article traite des nègres, Jaucourt exprime très explicitement son indignation. Cet achat de nègres, je cite, pour les réduire en esclavage est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. Que les colonies européennes soient donc plutôt détruites que de faire tant de malheureux. Mais cette condamnation explicite, incontestable par Jaucourt de la traite et de l'esclavage n'est pas partagée par l'ensemble des auteurs. Par exemple, elle n'est pas partagée par l'auteur non identifié de l'article nègre. Alors, il y a plusieurs articles à la référence nègre au pluriel, il y a 3 articles, 4 même, 4 articles. Il y a l'article nègre commerce, dont l'auteur n'est pas identifié, tome 11, page 79 de l'encyclopédie. Page 79 du tome 11 plutôt de l'encyclopédie, excusez-moi. Donc, cet auteur anonyme de l'article nègre commerce, après avoir dénoncé, alors ça c'est une sorte de passage obligé, on dit que c'est pas bien. Voilà, après avoir dénoncé ce que ce commerce a de Dieu et de contraire au droit naturel, continua son article en retournant l'indignation contre la prétendue immoralité des Africains, je cite, on y voit, et c'est ce qu'on retrouvera dans l'article dans le texte de Voltaire à propos du nègre de Suriname, mais ça en général c'est ludiquement supprimé par les auteurs de manuels, donc je cite, on y voit des fils vendre leurs pères et des pères leurs enfants, et plus souvent encore ceux qui ne sont liés d'aucune parenté, mettre la liberté les uns des autres à prix de quelques bouteilles d'eau de vie ou de quelques barres de fer. Ça, on retrouve là un thème qui va être un thème récurrent dans le discours esclavagiste, c'est le fait que les Africains sont tellement abrutis, c'est-à-dire réduits à l'état de brut, qu'ils échangent ce qu'il y a de riche, l'être humain, pour de la pacotille, pour la verroterie. Du point de vue, on le sait, du point de vue historique, c'est totalement faux, mais c'est un argument qui pèse et qu'on entend encore parfois à cause de l'usage
mal maîtrisé des termes de pacotille, de verroterie. En fait, juste pour une information très rapide, pour montrer l'enjeu économique de cette affaire de la traite, un historien, Levaux, oui, un historien de La Rochelle, a publié il y a une vingtaine d'années un livre sur la traite rochelaise. Où il a calculé que la valeur de la marchandise, je ne parle pas de la valeur du bateau et de l'investissement pour l'équipage, hein, la valeur de la marchandise qui va servir à remplir le bateau sur les côtes africaines de chair humaine, la valeur du bateau la valeur de la marchandise était l'équivalent d'un petit hôtel particulier à Paris. Alors ça, un petit hôtel particulier, ce sont quand même des sommes absolument considérables. Et il explique, on le voit y compris dans les récits des négriers publiés par Pétré Grenouillot pour les Nantais, que si on fournissait aux intermédiaires africains, aux négociants africains, si on leur fournissait de la marchandise de mauvaise qualité, de l'alcool abîmé ou des armes ou des fusils de traite déjà de mauvais état, on revenait une fois, mais la fois d'après, ce n'était pas la peine d'espérer avoir accès à la main-d'œuvre humaine. Donc il y a là quelque chose qui est qui revient, hein, cette idée que les Africains seraient, enfin, en tout cas que les roitelets, comme ça qu'on parle, et on s'en retrouve aussi dans le discours colonial ultérieur au XIXe siècle, les roitelets africains sont tellement idiots qu'ils échangent leurs hommes et leurs femmes contre, enfin, les hommes et les femmes qu'ils ont fait comme captifs, parce que ce ne sont pas des gens de leur groupe, contre des marchands de voleurs, c'est totalement faux. Alors, je reprends mon propos. Donc, ces arguments anti-esclavagistes de Jaucourt ne sont pas partagés par l'article Commerce des nègres. Ils ne sont pas non plus partagés, je vous l'ai dit, par le Romain, dans son article Nègres considérés comme esclaves dans les colonies d'Amérique. Voici ce qu'il affirme. C'est dans le tome 11, toujours. Voici ce qu'écrit le Romain. Ces hommes noirs, nés vigoureux et accoutumés à une nourriture grossière, trouvent en Amérique des douceurs qui leur rendent la vie animale beaucoup meilleure que dans leur pays. Ce changement en bien les met en état de résister au travail et de multiplier abondamment. Là, on a un argument qui est totalement celui des planteurs créoles, en tout cas celui que les planteurs créoles défendent lorsqu'ils sont en métropole. Et sans aucun recul critique, hein, de la part de le Romain, qui n'est un métropolitain, mais qui va totalement adhérer au discours de ce qu'on appellerait aujourd'hui les béquets, de la plantocratie. Et là, vous voyez, il n'y a aucun argument, on n'est pas dans l'argument religieux, il y a un argumentaire religieux qui peut être présent, mais ce n'est pas évidemment le sens de l'argumentaire de le Romain. Il ne le justifie pas par exemple le fait que ça permet aux nègres d'être baptisés, d'aller au paradis ultérieurement. Là, c'est vraiment une logique quasiment presque philanthropique, c'est-à-dire que finalement, en étant déportés, ils arrivent dans des territoires où ils échapperont à la barbarie africaine et ils seront bien mieux traités qu'ils ne l'auraient été en restant libres dans leur pays. Alors, Jaucourt lui-même est pris dans ce réseau de contradictions et il approuva dans l'article Rio-Saint-André, dans le tome 14, le projet de construire un fort pour favoriser le commerce, y compris des captifs sur le littoral de l'actuelle Côte d'Ivoire. Et il envisagea le profit que générerait le développement de la culture du tabac à la Louisiane, je cite, hein, à la Louisiane, à Saint-Domingue et dans les autres endroits de nos îles les plus propres à cette plante. Il ne se prononce pas explicitement sur qui produirait cette plante et qui l'entretiendrait, mais on peut imaginer que vu les territoires qui sont cités, la Louisiane, Saint-Domingue et Saint-Domingue, on peut imaginer avec peu de chances d'erreur que cette main-d'œuvre serait une main-d'œuvre servile. Donc là encore, une contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois, Jaucourt dénonce très clairement, par principe, l'esclavage et en même temps, il envisage la possibilité de faire appel à la main-d'œuvre servile, notamment pour rapporter de l'argent à l'État, puisque c'est dans l'article Ferme du tabac qu'il envisage cette utilisation d'une main-d'œuvre servile, enfin, qu'il envisage le développement de la plante à la Louisiane et à Saint-Domingue. Alors, voici ce que Jean Errard écrit à propos des contradictions de Jaucourt, je le cite. La vérité est plutôt que sa pensée reflète le dilemme d'une époque aussi attachée au progrès économique, ici celui du commerce et de la consommation, qu'au progrès humain, et d'autant moins encline à choisir entre l'une et l'autre que le premier lui apparaît comme la condition du second. À défaut de dépasser nettement ce dilemme, Jaucourt et l'encyclopédie ont le mérite de l'énoncer. Et c'est un article de Jean Errard, article encyclopédie dans le dictionnaire des esclavages qui a été dirigé par Pétré Grenouillot, publié en 2010 par l'édition Larousse. Comme le montre Yves Benoît, les auteurs de l'encyclopédie ont aussi des prises de position contradictoires sur le droit de coloniser. De plus, leur point de vue sur la question a évolué pendant la durée de sa publication, hein, je rappelle 1751 et 1765, qui enjambe la guerre de 7 ans.
alors que Véron de Forbonnais, dans l'article Colonie, publié en 1753, justifie la colonisation et l'élimination des peuples amérindiens, Étienne Noël d'Amilaville, dans l'article Population, publié en 1765, dénonce toute colonisation d'un territoire déjà peuplé. Je cite, si le pays dont on veut s'emparer est peuplé, il appartient à ceux qui l'occupent. Pourquoi les en dépouiller? Quel droit avaient les Espagnols d'exterminer les habitants d'une si grande partie de la terre? Diderot reprit, fin de citation, Diderot reprit par la suite cette position de principe lorsqu'il participa à la rédaction de l'histoire des deux Indes dirigée par l'abbé Raynal et sur laquelle Benoît nous a apporté beaucoup d'éclaircissements. Parmi les controverses qui marquèrent le siècle des Lumières, celle sur la diversité des couleurs de la peau noire doit être comprise dans un contexte marqué par la particularité du système esclavagiste. Alors ça, c'est un point sur lequel j'insiste, même si ça paraît évident, mais les évidences, parfois, il faut les marteler, c'est qu'une des particularités, une des spécificités de l'esclavage colonial est qu'il est marqué par la couleur de la peau et qu'il va être racisé, racialisé. En tout cas, qu'il y a au XVIIIe siècle, et on le voit quand on travaille sur l'histoire des dictionnaires, c'est au cours du XVIIIe siècle que progressivement les dictionnaires, le mot nègre qui commence par désigner, en s'inspirant de l'espagnol negro, qui commence par désigner une personne de peau noire, devient au cours du XVIIIe siècle, alors, toujours un noir, mais devient aussi synonyme d'esclave. C'est-à-dire que cette association esclave et noir reste quelque chose, et devient au XVIIIe siècle une évidence qui pose évidemment question, et nous sommes en partie d'ailleurs encore les héritiers. J'ai fait avec des élèves du Val-de-Marne dans des écoles, des brainstorming, ce qu'on appelle des prises en compte des représentations, et on demandait aux élèves d'associer spontanément, en les rassurant sur qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, qu'est-ce qu'ils associaient au mot esclave ou esclavage, et le mot qui revenait vraiment toujours le premier, c'était le mot noir. C'est-à-dire qu'il y a encore cette idée que esclave et noir, si j'ose dire, ça va ensemble. Donc là, il y a aussi un enjeu qui est évidemment un enjeu non seulement historique, mais aussi un enjeu culturel et civique. Parmi les controverses qui marquèrent le siècle des Lumières, celle sur la diversité des couleurs de la peau, donc la controverse sur la diversité des couleurs de la peau, doit être comprise dans un contexte marqué par la particularité du système esclavagiste colonial qui associait le statut servile à la peau noire et la liberté à la peau blanche. L'usage du mot nègre, c'est ce que je disais tout à l'heure, se généralisa après 1650 et s'impose dans le dictionnaire au XIe siècle pour désigner tant les peuples d'Afrique noire que les esclaves des colonies. Dans l'article noir, tome 11, Edme François Mallet traduisit en quelques lignes cette double signification du mot nègre, je mets à chaque fois le mot nègre entre guillemets, dont firent usage les encyclopédistes et leurs contemporains. Les philosophes contestèrent la validité de l'interprétation de la Bible qui expliquait la noirceur des Africains comme la conséquence de la malédiction dont Noé aurait frappé son petit-fils Canaan, fils de Cam, après que celui-ci eut moqué sa nudité alors qu'il était ivre. Genèse 9, 20-27. À partir du XVIIe siècle, je ne reprends pas ce débat, enfin, on pourra peut-être échanger, mais je ne reprends pas ce débat sur les pseudo-justifications bibliques, et y compris sur certaines lectures de la Bible et de ce passage où la question de la couleur de la peau n'est jamais explicitement présentée, en tout cas, je ne veux pas le texte biblique. À partir du XVIIe siècle, des anatomistes comme Marcello Malpighi, qui avait disséqué un Éthiopien, entre guillemets, voulu rapporter une réponse scientifique. Après un concours lancé par l'Académie royale des sciences à Bordeaux, le médecin Pierre Barrère publie en 1741 une dissertation sur la cause physique de la couleur des nègres, et plusieurs articles de l'encyclopédie firent le point sur les diverses hypothèses avancées par les anatomistes sur cette question, notamment l'article Humaine espèce de Diderot, Nègre, histoire naturelle de Formet, et Nègre blanc, peau des nègres de Jaucourt. Dans le livre d'Anne Lafont, qui est une spécialiste d'histoire de l'art, et dans son livre qu'elle a publié en même temps que le modèle noir, l'exposition de modèle noir à Orsay, elle montre l'importance et l'inquiétude pour les hommes du XVIe siècle de ceux qu'on appelait soit les nègres blancs, soit des personnes qui avaient des maladies de peau et qui avaient des taches blanches et des taches noires. C'est un problème pour eux d'essayer de comprendre parce qu'ils ont un modèle qu'on va retrouver chez Buffon qui dit qu'il y a d'abord une population qui était blanche, puis une population qui, dans des conditions climatiques particulières, se serait assombrie. Donc il y a toute une réflexion, aussi bien de la part des anatomistes que de la part de certains artistes, sur cette question de la couleur de la peau et de comprendre pourquoi il y a différentes couleurs de la peau dans l'espèce humaine. Pourquoi l'espèce humaine a des couleurs de peau différentes. En 1751, année de publication du premier volume de l'encyclopédie, la faculté de théologie de Paris
autorisa la publication des premiers volumes de l'histoire naturelle de Buffon, et l'influence de Buffon fut déterminante dans le débat qui opposa les philosophes sur la diversité des hommes, comme en atteste l'article Humaine-Espèce de Diderot. En fait, dans l'article Humaine-Espèce, Diderot reprend chapitre par chapitre les principales thèses développées par Buffon. Il partage d'ailleurs les thèses monogénistes de Buffon et conclut son article en affirmant sans ambiguïté qu'il n'existe qu'une seule espèce humaine. La différence entre les peuples sont attribuées au climat, à la nourriture et aux mœurs. Il n'y a aucune fatalité génétique et rien n'est irréversible. Je cite donc l'article Humaine-Espèce de Diderot. Tout concourt donc à prouver que le genre humain n'est pas composé d'espèces essentiellement différentes, c'est-à-dire par essence. La différence des blancs aux bruns vient de la nourriture, des mœurs, des usages, des climats, celle des bruns aux noirs de la même cause. Il n'y a donc eu originairement qu'une seule race d'hommes qui s'étant multipliée et répandue à la surface de la Terre, a donné à la longue toutes les variétés dont nous venons de faire mention, variétés qui disparaîtraient à la longue si l'on pouvait supposer que les peuples se déplaçassent tout à coup. Jaucourt, dans l'article Égalité naturelle, conclut plus explicitement que Diderot de l'unité du genre humain. Pardon, laissez-moi. Jaucourt conclut que l'égalité et l'unité du genre humain découlent de l'égalité naturelle des hommes, qui est le principe, je cite, qui est le principe et le fondement de la liberté. Toutefois, cette prise de position d'hommes comme Jaucourt ou comme Diderot, donc, qui ont un rôle majeur quand même dans la publication, toutefois, cette prise de position n'exclut pas l'expression de stéréotypes sur les populations africaines. Je cite le même article Humaine-Espèce de Diderot. Les nègres, je le cite, les nègres sont grands, gros, bien faits, mais niais et sans génie. Ceux d'Angola sont si mauvais lorsqu'ils sont échauffés que l'air des endroits où ils ont passé en reste infecté pendant plus d'un quart d'heure. Quoiqu'en général, les nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiments, ils sont sensibles aux bons et mauvais traitements. Donc là, on entend l'influence des lectures de Diderot avec un certain nombre de stéréotypes, et notamment des stéréotypes qu'on retrouvera constamment dans la pensée raciste, c'est la question de l'odeur. C'est quelque chose qui revient constamment, y compris on le retrouve dans les récits des voyageurs. Et pourtant, les hommes du XVIIIe siècle avaient un odorat qui devait être assez robuste. Toujours est-il que la question de l'odeur, et particulièrement de l'odeur des Noirs, est un thème qui revient constamment comme un élément de dévalorisation de ces populations. Ces stéréotypes qui concernent d'autres populations que les Noirs africains, on a notamment des textes assez effrayants sur les Lapons et les Lapones dans l'encyclopédie. Donc, il n'y a pas que les Noirs africains qui sont victimes de ces préjugés ethnocentriques, et plus particulièrement, alors, en revanche, au sommet de l'échelle des civilisations se situe un pays que vous allez reconnaître. Je cite, c'est sur les bords de la Seine qu'on trouve cette heureuse variété dans les jardins du Louvre. Un beau jour de l'été, vous verrez tout ce que la terre peut produire de merveilles. C'est un article nègre de Formé. Donc, allez vous promener sur les bords de la Seine. Peut-être pas au mois de juillet, parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Alors, pour ce qui est de la conclusion, de l'apitoiement au projet d'abolition, dans son article Traite des nègres, Jaucourt fut le premier encyclopédiste à envisager l'abolition de l'esclavage. Donc, on retrouve l'extrait de l'article de Jaucourt que j'ai déjà cité. Mais c'est vraiment la fin, la dernière ligne qui correspond à la fin de l'article. Je le lis. Les âmes sensibles et généreuses applaudiront sans doute à ces raisons en faveur de l'humanité, mais l'avarice et la cupidité qui dominent la terre ne voudront jamais les entendre. Donc là, il y a quelque chose, je trouve, assez beau sous la plume de l'anti-esclavagiste Jaucourt. C'est qu'à la fois, il dénonce avec beaucoup de vigueur le principe même des traites négrières et de l'esclavage, mais en même temps, il y a quelque chose d'une forme de pessimisme chez lui, avec cette idée que finalement, parce qu'on présente parfois les encyclopédistes comme des gens un peu, enfin, je parle des gens que j'ai côtoyés, c'est-à-dire pas nécessairement des spécialistes évidemment, comme des gens qui sont d'un optimisme parfois un peu béat, on oublie un certain nombre de textes de Voltaire et d'autres, mais là il y a vraiment une inquiétude chez Jaucourt et cette idée de l'avarice finalement et de la cupidité, pour citer Jaucourt, qui finiront par l'emporter. Au tournant des années 1770, la question des traites et de l'esclavage prit une place croissante dans les débats, y compris au niveau de l'administration coloniale, qui prit conscience des dangers que faisait courir à l'ordre colonial le marronnage, notamment en Guyane,
Et surtout, et là on le voit dans les débats auxquels participent, enfin ils ne participent pas au débat, mais les échanges que les encyclopédistes avec les gens du ministère de la Marine et qui s'occupent des colonies, il y a une inquiétude sur le déséquilibre entre le nombre d'esclaves noirs et le nombre de libres, qu'ils fussent noirs ou ce qu'on appelait les hommes de couleur libre. L'exemple le plus frappant et celui qui est le plus inquiétant aux yeux des contemporains, c'est l'exemple de Saint-Domingue, où on a 9 esclaves pour un libre. Et il va y avoir un débat d'ailleurs qui va traverser les hommes des Lumières, alors au niveau évidemment supérieur, mais qui traverse qui est très présent au ministère des colonies, c'est de savoir, et qu'on va retrouver au début de la Révolution française, c'est de savoir quelle place donner ceux qu'on appelle dans les recensements et qu'on appelle dans le vocabulaire colonial les hommes de couleur libre. C'est très souvent des métis qui sont nés libres ou qui ont été affranchis, mais qui sont descendants. Et il y a deux positions qui s'opposent. Il y a celle qui consiste à dire qu'il faut les maintenir, et ça c'est la position qu'on a dans les années 1750-1760. Il faut les maintenir le plus à distance possible, ces hommes de couleur libre, par toutes sortes d'édits discriminants, toutes sortes d'interdits au niveau vestimentaire, au niveau des métiers. Donc il faut, et puis avec aussi le soutien des petits blancs qui sont en concurrence économique avec eux, notamment dans les villes. Donc première position, je dirais, brutale, qui consiste à dire qu'il faut les maintenir le plus loin possible des Blancs, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir l'idée qu'il y a un pont possible entre ceux qui sont noirs et ceux qui sont blancs. Et puis, un autre argument qu'on va retrouver notamment chez un encyclopédiste ou chez un certain nombre de cadres du ministère de la Marine et des colonies, ou même chez un certain nombre d'administrateurs, c'est de dire, eh bien, face au danger que représente cette masse servile, il faut pouvoir compter sur ces hommes de couleur libre qui sont eux-mêmes, pour certains d'entre eux, pas nécessairement des gros propriétaires, mais qui sont des propriétaires d'esclaves. Et ça, je me suis rendu compte aussi, c'est quelque chose qui passe toujours très difficilement quand on travaille avec les élèves ou avec les futurs professeurs des écoles. C'est l'idée que, par exemple, un homme, c'est bien connu, mais ça passe mal pour plein de raisons qu'on peut comprendre. Par exemple, un homme comme Toussaint Louverture, après avoir été affranchi, avait été propriétaire d'esclaves. Donc, le système esclavagiste est difficile à condamner parce qu'il n'y a pas de projet clair d'abolition. Et vous le savez, le projet qui va être le plus cohérent à la veille de la Révolution, qui est notamment celui de Condorcet, consiste à prévoir une abolition graduelle, une abolition de la traite, suivie d'une abolition graduelle de l'esclavage. Donc, il y a bien une idée qu'on retrouve d'ailleurs chez Montesquieu, que abolir tout d'un coup l'esclavage, ce serait une catastrophe. Ça renvoie évidemment au débat que vous connaissez probablement, et même très certainement bien mieux que moi, pendant la période révolutionnaire. Alors, les hommes des Lumières, et notamment Diderot, vont évoluer, je l'ai dit tout à l'heure, sur ces questions. Et dans l'histoire des deux Indes, Diderot prédit l'avènement d'un Spartacus noir et annonce une insurrection servile. Il ne m'en connaît, je cite, il ne m'en connaît qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. Où est-il ce grand homme que la nature doit à ses enfants vexer, opprimer, tourmenter? Où est-il? Il paraîtra, n'en doutons point. Il se montrera, il lèvera l'étendard sacré de la liberté. Alors disparaîtra le code noir et que le code blanc sera terrible si le vainqueur ne consulte que le droit de représailles. C'est un texte magnifique, d'une très belle rhétorique. Diderot, vous le savez, est un très grand écrivain. Mais Yves Beynaud voit dans ce tableau des catastrophes sanglantes un procédé rhétorique qu'on retrouve chez d'autres auteurs d'ailleurs, permettant d'offrir aussitôt les moyens de les éviter par les réformes faites à temps. C'est-à-dire qu'il y a l'idée aussi qu'il faut réformer le plus tôt possible en l'adoucissant ou en l'améliorant ou en envisageant des sorties de l'esclavage sur un temps long, comme le proposera Condorcet, pour éviter justement ce Spartacus noir. Alors, je ne me prononcerai pas, mais il va de soi que les esclaves de Saint-Domingue n'ont pas lu Condorcet, n'ont pas lu Montesquieu, et n'ont pas respecté l'agenda que s'étaient fixé les anti-esclavagistes devenus abolitionnistes, c'est-à-dire qu'on retrouve avec les Alliés noirs, sur lesquels notamment Marcel de Rigny a publié, c'est-à-dire, dans un premier temps, abolition de la traite. Si on abolit la traite, s'il n'y a pas le robinet constant qui nourrit les plantations de cette main-d'œuvre servile qui a une espérance de vie de 5 à 6 ans après le débarquement, alors les maîtres seront amenés à mieux traiter leurs esclaves et donc on aura une amélioration de l'esclavage. Il y a tout un système envisagé par Condorcet qui permet sur une période de plus de 70 ans d'abolir graduellement l'esclavage pour arriver au bout de 70 ans à une abolition définitive de l'esclavage. Donc ce passage, et ça c'est très compliqué, hein, c'est le passage de la situation d'esclave à la situation de libre, et qui va être propriétaire de la terre, qui va payer, comment payer, et ça pose énormément de questions
qui seront ou qui ne seront pas résolues dans le cadre des abolitions, et notamment dans celle de la naissance de l'État et de la nation haïtienne. Alors, je conclus ma conclusion en disant que la vigueur de la condamnation théorique de l'esclavage, par exemple chez quelqu'un comme Montesquieu, que j'ai cité, ou Diderot, contrasta avec la timidité des propositions d'action. Ainsi, je dis, Condorcet, dans ses réflexions sur l'esclavage aîné, publié en 1781, sous le pseudonyme de Joachim Schwartz, commença-t-il dès les premières lignes de son texte par condamner sans appel à traiter l'esclavage, je cite, réduire un homme à l'esclavage, l'acheter, le vendre, le retenir dans la servitude, ce sont de véritables crimes et des crimes pires que le vol. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté sur la dénonciation et la condamnation de l'esclavage par Condorcet. Condorcet exclut tout dédommagement par les maîtres, mais il rejette l'affranchissement général et immédiat en élaborant un plan d'abolition graduelle qui prévoyait qu'il faudrait, je cite, assujettir les nègres à une discipline sévère réglée par la loi. Selon ses calculs, il faudrait 70 ans pour que l'ensemble des esclaves fussent très progressivement émancipés, y compris la deuxième émancipation pour les colonies françaises de 48 a eu lieu avant les 70 ans à quelques années près, prévus par le marquis. Les esclaves de Saint-Domingue, je l'ai lu, ne lurent pas Condorcet et ils optèrent par leur insurrection, leur émancipation en 1793, soit 12 ans après le plan de Condorcet. Toutefois, quelles que furent les ambiguïtés et les limites et les contradictions exprimées par Diderot, Jocot et les philosophes, ils ont contribué par leur critique des arguments des esclavagistes à ce que l'opinion éclairée prenne conscience de l'insupportable et passe, je cite là Jean Hérard, de l'indifférence à la gêne et au malaise, du malaise à la critique et au refus. Merci à Éric Ménard pour cette présentation de son beau livre. Alors évidemment, qui me cause, hein, puisque j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écrit 2-3 bricoles là-dessus récemment, mais je vais peut-être pas prendre la parole et la monopoliser. Je veux juste, pour amorcer la discussion, faire une ou deux remarques et poser une question. La première remarque, c'est le fait que la modernité des arguments esclavagistes, comme tu l'as indiqué, est pas si étonnante que ça, parce que fondamentalement, les esclavagistes savent bien que leurs esclaves sont des hommes, ils les côtoient tous les jours, et par ailleurs, le système d'exploitation servile est un système extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelque chose qui serait une espèce d'archaïsme du passé, mais au contraire, quelque chose qui est à la pointe du capitalisme. Puisque la plantation, c'est la pointe du capitalisme d'une certaine manière. C'est la pointe de la division du travail à cette époque. Et donc, la modernité de l'esclavage aboutit finalement à une modernité des arguments esclavagistes. Et bizarrement, les arguments qui vont être avancés par le parti colonial, le parti esclavagiste, sous le directoire à l'époque de l'offensive des crypto-royalistes et sous le consulat, reviennent à des arguments qui sont plus archaïques que les arguments des années 1750-1790, puisque précisément c'est sous le consulat qu'on va réapparaître, et de manière tout ce qu'il y a de plus assumée, l'idée de la stupidité des nègres, du fait de l'odeur, etc., etc. C'est-à-dire que fondamentalement, les arguments racistes, même si le terme est anachronique, ou racialistes, sont plus présents à la fin de la période, après la Révolution, finalement, qu'avant, dans l'argumentaire. Même si, évidemment, les colons eux-mêmes, lorsqu'ils discutaient entre eux, vraisemblablement, le fait que les nègres étaient stupides n'avait sans doute pas besoin d'être défendu, puisque c'était censé être un lieu commun et censé être une vérité évidente, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, il me semble que l'association nègre-esclave que tu as évoquée, et dont tu nous as dit qu'elle était elle était effective vers les années 1750, il me semble qu'il faudra avancer un petit peu la date. Je pense que c'est plutôt dans les années 1720-1730, puisque c'est le moment précisément où apparaît dans le Code noir pour la Louisiane l'interdiction des mariages mixtes et apparaît l'idée de couleur dans le droit. Puisque avant,
comme vous le savez, avant 1720, 1730, 1726, il n'y a pas de mention de la couleur dans le droit français. Donc, je pense que c'est à peu près à ce moment-là. Alors, peut-être que c'est entre le moment où ça apparaît et le moment où ça se popularise, si on peut dire, il s'écoule un certain temps, mais je pense qu'il faudrait un petit peu avancer Ouais. cette date de l'association entre... Juste excuse-moi une remarque, Marc. Pardon? Excuse-moi de t'interrompre, une remarque. J'ai utilisé, j'ai pas été assez explicite dans mon exposé sur le mot. J'ai utilisé un article de Valency et de Oui, Le Salle sur les dictionnaires. Et on sait très bien que les dictionnaires ont oui, il y a toujours un toujours un décalage. décalage. Bien Donc, sûr, bien sûr. c'est pas, tu as raison, mais Oui. la datation très approximative que j'ai donnée peut être expliquée aussi par le fait que ma référence est fondée sur l'analyse des dictionnaires. Oui, oui, tu as raison, il y a toujours un décalage de toute façon. Bon, alors maintenant, la question que je me pose, parce que bon, j'ai lu ces articles évidemment, mais je les ai lus il y a déjà un petit moment, et même je les ai relus récemment, mais ça ne m'a pas frappé. Est-ce qu'il y a quelque part dans l'encyclopédie une référence aux réflexions de Physiocrate Hmm. sur la transformation des colonies serviles en colonies libres? Hmm. Je pense, il y a un certain nombre de physiocrates qui écrivent après la fin de l'encyclopédie, mais il y en a aussi un certain nombre qui écrivent avant la fin de la publication de l'encyclopédie et alors je pense au marquis de Mirabeau par exemple, alors, même avant qu'il soit physiocrate, puisque avant qu'il soit physiocrate, dans l'Ami des hommes, il condamne l'esclavage. Et après, quand il devient physiocrate, il n'en parle plus beaucoup. Mais il y a tout de même un certain nombre de textes physiocratiques qui défendent la transformation soit la transformation des colonies esclavagistes en colonies libres, soit la création de nouvelles colonies libres Hmm. qui auraient pour vocation de remplacer à terme les colonies esclavagistes. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait il y ait beaucoup de choses dans l'encyclopédie, Non. que l'influence de la physiocratie soit très présente sur ce thème. Donc c'est une question. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Alors, c'est un point que j'ai pas développé dans l'exposé, que j'ai un peu développé dans l'introduction générale. C'est justement tous les, parce que ça demandait du temps et c'est voilà. C'est l'émergence d'un débat qui est un débat sur l'efficacité économique de l'exploitation esclavagiste. Et on retrouve, alors il y a aussi un argument, il y a quand même quelqu'un alors qui est Dany Laville, qui lui prend en compte aussi l'argument démographique. C'est-à-dire qu'il montre qu'en fait le système de traite qui consiste à déporter des populations d'un territoire, d'un continent vers un autre, et qui remplit aussi les vides laissées par le massacre des populations indigènes, est un système, je dirais, contre-productif, qui contribue au dépeuplement, qui est un des grands thèmes d'ailleurs de la pensée démographique du XVIIIe siècle. Donc, je trouve qu'en tout cas, la première édition de l'encyclopédie est contemporaine de l'émergence d'un débat qu'on retrouvera notamment avec les physiocrates sur la question de la rentabilité ou de la non-rentabilité de l'esclavage. Et c'est quelque chose qui va se prolonger durablement avec des calculs de plus en plus précis. En même temps, là, si on fait référence à des travaux plus récents sur la question, ce que l'on voit, et notamment quand on prend l'exemple états-unien, donc plus tard, enfin, la particularité de l'exemple états-unien après 1810, enfin après 19e siècle, hein, c'est qu'on a un esclavage sans traite, ce que certains vont appeler également un esclavage d'élevage. Et là, c'est pour reprendre ce que tu disais aussi au début de ton intervention, il y a un lien étroit entre le développement du capitalisme britannique et des États du Nord et le maintien des systèmes esclavagistes. C'est-à-dire que le système esclavagiste continue à produire la matière première, en l'occurrence là le coton, et c'est le capitalisme industriel qui se développe en Angleterre et dans les États du Nord qui va très bien cohabiter avec ce système esclavagiste. Alors après, il y a notamment avec, alors son nom m'échappe provisoirement, mais ça me reviendra probablement, un physiocrate qui va beaucoup écrire cette question de la rentabilité ou la non-rentabilité. Et puis, il y a le Dupont de fameux... Nemours. Hein. Dupont de Nemours écrit là-dessus. Oui, Dupont de excuse-moi. Nemours. Je disais Dupont de Nemours. Oui, c'est ça. C'était le fameux, celui auquel je pensais. Oui, Et il y a le Merci la rivière aussi. oui, bien sûr. Voilà. Mais
voilà, j'ai pas eu le temps de développer cet aspect parce qu'il est, je dirais, il est présent dans les derniers articles notamment. Il est présent en creux, pas en creux, il est présent, il est abordé, mais c'est pas encore ce qui, cette, cette bataille sur la question de l'enjeu économique est quand même en grande partie, alors, en tout cas postérieure à la guerre de 7 ans qui a été un tournant en la matière, en tout cas au niveau des responsables de la marine et des colonies. Alors, Je vais la prendre pour. Merci Eric pour ta présentation. Je vais revenir sur ce que tu as exposé au début et qui est revenu peut-être par la bande à la suite, qui est le fait que c'était une commande, ce travail. Euh, et est-ce que c'est une commande comment dire, qui pourrait être reliée à ce que tu évoquais, c'est-à-dire le débat ou la polémique sur Montesquieu avec Salam Molins en 1985. En d'autres termes, est-ce que, et tu parlais de Lilti aussi au début, quand je fais un triangle comme ça, le procès des Lumières, en fait, des Lumières qui sont vues comme étant finalement le fourrier d'un rapport à la modernité et d'un rapport à la raison, qui serait aussi pourvoyeuse d'un discours qui justifierait la colonisation et l'esclavage, et finalement le besoin qu'il y aurait eu dans cette commande peut-être de fournir des arguments qui montrent que le discours de l'encyclopédie est un discours complexe avec différents types de points de vue, où dominerait un anti-esclavagisme, mais où resterait finalement dans cet ensemble de publications des traces d'un européocentrisme, de lecture ethnocentrée de l'africain. Donc, est-ce que ce travail est un travail de remise à jour, en quelque sorte, du contexte historique pour contrebalancer des discours assez politisés autour de l'encyclopédie, ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est tout à fait indépendant de tout ça, et l'agenda finalement de l'éditeur et de celui qui a fait la commande n'avait rien à voir avec ces problématiques. Je pense ça parce que l'ILTI a sorti un petit bouquin de recueil de textes où cette question hein, décolonial, colonial, postcolonial studies et d'interpellation en fait de la modernité passe aussi par une interpellation des encyclopédistes et des Lumières. Alors, pour ce qui est de la commande, si oui, c'est une commande, c'est un spécialiste justement de Le Mercier-Larivière, il vient de prendre sa retraite, qui était chercheur à Paris, à Marne-la-Vallée, à l'université de Marne-la-Vallée, Gustave Eiffel. Et moi, je pense que c'est parce qu'il est le spécialiste de Le Mercier-Larivière qu'il va avoir l'idée, après avoir lu le livre que j'avais écrit avec Catherine, c'est comme ça en tout cas qu'il nous l'a présenté, de nous faire cette commande pour la collection qu'il dirige, qui est une commande qui s'appelle L'essence de l'économie politique. Et parmi les livres, il y a Le Mercier de la Rivière, il y a Le Trône, il y a Riquetti de Mirabeau. Donc il y a une volonté, là, je crois, de l'éditeur Slatkin, qui en plus n'est pas un éditeur qui diffuse massivement. Hein. Je crains Non, que pas notre trop. franc suisse ne soit pas énorme. Enfin, c'est déjà bien de toucher du franc suisse. Ouais. Je ne pense pas qu'il est de la part de Bernard Hérencia. En tout cas, j'ai eu très peu d'échanges avec lui. Il y a eu une commande, j'ai échangé avec lui, il m'a donné les consignes, je dirais, sur le volume, sur tout ce qui était formel, mais j'ai pas eu l'occasion. Il était d'ailleurs j'ai essayé, mais je l'ai pas senti très ouvert à ce type d'échange. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu, en tout cas, dans la façon dont j'ai perçu ce que j'ai appelé une commande, parce qu'effectivement, il m'a demandé, et je me suis empressé d'accepter. Je trouvais ça à la fois effrayant et enthousiasmant. Alors, la première chose que j'ai faite, je peux vous le dire maintenant, c'est que j'ai appelé Marcel pour lui demander s'il pouvait me donner un coup de main. Et puis, malheureusement, le Covid et la disparition de Marcel ont fait que. Mais c'était à la fois une demande très enthousiasmante, parce que c'est considérable comme s'affronter à l'encyclopédie, c'est quand même pas rien. Mais dans un premier temps, y compris, tu vois, je ne me suis même pas posé cette question. C'est en retravaillant, évidemment, les articles ou en retravaillant. Mais
La polémique 1985 autour de Salamolins me paraît aujourd'hui, alors, d'un point de vue probablement historiographique, elle est importante dans l'espace public, vu la façon, y compris dans Salamolins, c'est capable d'intervenir dans l'espace public et l'écho que ces thèses ont pu avoir, notamment dans Le Monde. On a eu raison, Guillaume, parce qu'on avait signé avec Marcel et avec Yves Benoît un article de réponse à ce qu'avait écrit Le Monde à propos de Salamolins. Mais je trouve ça aujourd'hui très, très daté, surtout quand on voit l'évolution des gens qui tournent autour de Salamolins. Je dirais qu'y compris pour certains et certaines d'entre elles, pour ce qui me concerne, je n'ai plus à avoir de débat avec elles. Je pense à celle qui a écrit La cruauté noire, qui est une avocate colombienne, qui, à l'occasion d'un colloque, a tenu des propos qui ont été tels que j'ai suggéré que nous sortions, parce que, pour ce qui me concerne, discuter avec une antisémite qui explique que on a toujours caché que les Juifs avaient participé à la traite. Alors, je ne sais pas qui était ce on avait toujours caché. Il y a eu des dérives de la part des salabolinsiens tels qu'à un moment, j'ai estimé que, pour ce qui me concerne en tout cas, je n'avais pas à perdre du temps avec eux. Mais j'ai pas répondu je ne sais pas si j'ai répondu à ta. Si, non, mais je me posais la question, est-ce qu'il y avait des connexions avec avec ces trois éléments que tu avais évoqués dans ton... C'est Rosa Amélia Plumel, hein, le nom de la dame que je ne sais pas si vous la connaissez, mais enfin, si vous la connaissez pas, c'est pas très grave. Mais je vous promets, elle a eu une dérive, enfin, une dérive, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a tenu des propos, et si je me souviens, c'était un samedi après-midi à l'Assemblée nationale. Il y avait un colloque qui était organisé par une association, l'ADEN, sur ces questions, et c'est parti sur le code noir. Et c'est parti tout simplement parce que le président de l'ADEN lisait l'article 1 du Code noir, et en 785, c'est aussi de la révocation de l'édit de Nantes, et qui disait que les Juifs étaient exclus du territoire. Et là, c'est parti enfin, de la part de cette dame et est rentrée est devenue furieuse. Donc, vous voyez, là, alors je ne veux pas à partir de cette personne-là généralisée, mais elle avait quand même l'aval et elle se présentait comme une des disciples majeures de Salamolin. C'est pour ça qu'à un moment, ce débat était nécessaire. Et en discutant souvent avec Marcel ou avec d'autres, on a estimé qu'à un moment, on arrêtait parce que, voilà, on était passé à autre chose, quoi. Et on était passé à quelque chose vis-à-vis desquels on ne peut réagir que soit brutalement, soit par entrer en tout cas dans ce type notre style de débat. Quand quelqu'un vous explique qu'on a toujours caché la participation des Juifs à la fête négrière, on arrête, quoi. Enfin, je veux dire. Même si Cela c'était dit, fait par ailleurs sens. ouais. Cela dit, justement, Lilti a publié son bouquin sur l'héritage des Lumières. Il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 4 ans, je ne me souviens plus. Et il y a tout un chapitre où il fait une assez bonne, je trouve, présentation du procès fait aux Lumières. Euh, enfin, procès qui est fait en général pas par des modernistes, évidemment, qui est fait plutôt par des contemporanéistes et plutôt par des littéraires, et plutôt dans les pays anglo-saxons. Procès fait aux Lumières qui seraient des Lumières impérialistes, racistes, paternalistes, tout ce qu'on veut. Alors paternaliste, je veux bien. Raciste, ça reste à voir. Et impérialiste, encore plus. Donc, effectivement, sous la forme Salamolins, ce débat est périmé. Mais sous la forme que Lilti la présente, c'est pas du tout périmé, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même un paquet de gens, encore une fois, qui ne sont pas des historiens en général, qui ont repris cette idée des Lumières impérialistes, quoi. Ou des Lumières qui ne seraient que impérialistes, parce qu'après tout, qu'il y ait des projets impérialistes parmi les philosophes des Lumières, oui, bien sûr, il y en a. Voilà. Si on peut appeler ça impérialiste, bien sûr. Mais que les Lumières soient impérialistes et que derrière la philosophie du droit naturel, finalement, se cache une espèce de volonté de domination du monde et de refus des cultures étrangères, etc., etc. Ça, c'est quand même des choses qui sont bien présentes, hélas, encore une fois, pas chez les historiens, mais qui sont bien présentes dans l'espace public. Oui, c'était l'objectif, effectivement, de ma question. La réponse de l'ILTI me sembla tout à fait pertinente et bon, nous, on la connaît. C'est-à-dire que
c'est pas les Lumières qui sont impérialistes, c'est ceux qui historicisent et parlent des Lumières au 19e et au 20e siècle qui transposent sur les Lumières leur vision impérialiste et colonialiste, évidemment. Hein, c'est ça qui est là, qui est le centre. Mais oui, enfin, pour rebondir sur ce que dit Marc, effectivement, Salamolin, c'est mort probablement, mais sous la pierre Salamolin, il y a eu des générations de discours, hein, qui continuent à être extrêmement présents, qui ne viennent pas effectivement d'historiens, mais qui ont des échos dans l'espace public où nous, notre parole, et je pense que ton bouquin 70 balles, là, 70 euros, 60. voilà, qui est cher, sera un faible écho, peut-être, une faible réponse évidemment à à à la caisse de résonance, hein, de ces questions-là, qui est telle, hein, que il semblerait que nos approches de spécialistes soient finalement d'un faible secours. Mais voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y avait quelque chose dans la commande qui avait un rapport avec ça? Visiblement pas. C'est quelque chose qui était, semble, assez technique en fait, hein, à la base. Voilà. Pour en finir avec cette. Et puis te laisser la parole, Eric, pour si tu veux répondre à Je crois ça. que Jacques Guillaume fait la Oui, il y a Jacques. Ok. Vas-y, Moi, je vais Jacques. faire, je m'excuse, c'est un peu une habitude chez moi. Je vais faire un pas de côté par rapport à ton corpus. Bon, ton corpus, c'est l'encyclopédie. Alors évidemment, on peut le prendre comme un lieu où des pensées s'expriment, mais ça reste quand même quelque chose qui est inscrit dans un héritage lexicographique, dans des réseaux lexicographiques, en particulier depuis le Trévoux, qui se densifient tout au long du XVIIIe siècle. Et ce réseau, il y a à la fois des oppositions entre les jésuites et les autres, et puis il y a aussi des courants de pensée. Et il y en a un qui me paraît extrêmement important dans l'évolution de la pensée lexicographique dans le réseau, c'est le scepticisme. Il y a une influence grandissante au fur et à mesure du XVIIIe siècle, d'un dictionnaire à l'autre, de la pensée sceptique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la pensée du droit naturel. Alors je comprends bien qu'un certain nombre d'auteurs de l'encyclopédie s'appuient sur la référence au droit naturel, qui est une évidence, surtout quand on travaille sur la période postérieure, c'est-à-dire sur la Révolution française, et la manière dont elle a hérité de l'encyclopédie. Mais ce qui est fondamental dans la pensée sceptique, c'est le critère de dignité morale. Et il y a là quelque chose qui fait que l'encyclopédie cherche à sortir d'un certain dogmatisme lexicographique, c'est-à-dire de définition de certains termes, dans des situations complexes comme celle que tu décris, la situation des esclaves, pour introduire ce critère de dignité morale. Alors ma question que je te pose, c'est quand tu lis ces articles de l'encyclopédie que tu as constitué en corpus, puisque tu as fait un corpus, est-ce que tu ressens la présence d'une pensée sceptique? Ou est-ce que pour toi, la seule chose qui est garante des anti-esclavagistes, c'est leur référence au droit naturel? Est-ce que pour toi, la pensée sceptique est quelque chose qui est resté derrière dans les premiers dictionnaires de ce réseau, ou est-ce qu'elle est encore extrêmement prégnante? Est-ce que, à la manière dont ils parlent de leur sujet, est-ce que tu ressens ça? C'est juste une question que je pose. Est-ce que tu as l'impression de voir des gens qui sont sceptiques, plus que des gens tout en étant en effet attachés au droit naturel, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas confondre un critère de droit naturel et un critère de dignité morale. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence. Et moi, j'ai l'impression que ce qui fait la richesse de la pensée encyclopédiste, en particulier sur une question comme cette question de l'esclavage, c'est que cette capacité qu'ils ont à associer à la fois le droit naturel, qui relève d'un possible, puisque dans la conjoncture où ils sont, ils ne vont pas changer de système esclavagiste, mais ils introduisent un possible, c'est-à-dire que peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera possible et l'histoire va leur donner raison, puisqu'il y aura la Révolution française. Mais en même temps, ils ont en quelque sorte une limite à ne pas dépasser. Ils disent aux gens, bon, vous êtes esclavagiste, mais il y a quelque chose que vous dépassez, c'est la dignité morale. Donc, le poids du scepticisme. Alors, normalement, ça devrait, dans ton corpus,
se sentir dans l'usage de certains termes, de certaines formules qu'on qualifierait de formules qu'on retrouve chez Bayle, enfin le corpus de Bayle, quoi, c'est-à-dire partir de Bayle qui a organisé la pensée sceptique et voir dans quelle mesure elle est présente. Voilà, c'est juste une impression. Est-ce que toi, quand tu lis ces textes, tu as Non, mais quelque chose de subtil? je te remercie, Jacques, pour cette remarque. Moi, voilà, il faudrait refaire à partir de cet éclairage-là. Je pense effectivement que là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est l'article que j'ai cité de Jaucourt sur la traite. Et peut-être même cette conclusion. Mais non, honnête, je vais être très honnête, hein, j'ai pas du tout, je ne me suis pas posé la question en ces termes-là. Donc, j'ai pas eu ce type de lecture. Euh, mais effectivement, en réfléchissant au fur et à mesure que tu t'exprimais, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, ça serait une lecture pertinente, notamment dans les prises de position. Alors, à la fois, moi, il y a une question quand même que je pourrais te poser, vu la connaissance de l'objet, c'est la place de Buffon là-dedans, si j'ose dire aussi. Parce qu'il y a quand même, il y a manifestement parmi les références des auteurs, des principaux auteurs, il y a la référence à Buffon que j'ai évoquée et la référence à Montesquieu. Ces deux références restent centrales. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait reproduire, enfin pas reproduire, mais reprendre ce que tu as dit euh, avec Buffon et avec Montesquieu? Oui, moi, tu sais, je m'appuie sur ce que je lis. Hein. Non, non, j'entends Donc, bien. dans des ouvrages récents, il y a un ouvrage récent qui est paru sur les réseaux lexicographiques au XVIIIe siècle et qui apporte la congé donnée. Puis il y a un autre qui est très intéressant qui s'appelle De Bayle à Hume. Alors, pour répondre, eh ben, j'aimerais bien savoir quelle est l'influence de Hume dans l'encyclopédie, dépasser un peu ton corpus. Si elle est très forte, ce qui est probable, il peut y avoir un effet du balancement humien du scepticisme dans une théorie de la connaissance à l'intérieur de ton sujet. Tu vois ce que je veux dire? Oui, En oui, fait, on est quand même dépendant des travaux des collègues, quoi. Je veux dire, ce que je oui. dis, je ne le dis pas comme ça par essence, hein, c'est parce que je lis régulièrement des ouvrages pour compte rendu. Et j'ai lu très récemment cet ouvrage de Bayle Ayoub qui est extrêmement intéressant, ce qui montre comment justement la théorie de la connaissance humaine transporte avec elle le critère de dignité morale. Et donc à partir du moment où dans l'encyclopédie, euh, cette théorie de la connaissance fonctionne, euh, je ne sais pas si elle fonctionne particulièrement sur la question de l'esclavagisme, automatiquement ce critère s'introduit et devient un argument anti-esclavagiste. Donc il peut y avoir un argument anti-esclavagiste chez une certaine façon de penser qui est pas explicitement, qui se présente pas explicitement comme anti-esclavagiste. Tu vois, ça peut être assez compliqué. Ton corpus, en fait, il a d'autres corpus autour de lui, Oui, quoi. bien sûr. Qu'on pourrait qualifier, je sais pas. Alors évidemment, l'idéal, ça serait d'avoir un corpus ethnologique, mais j'imagine qu'il n'y a rien là. Il n'y a pas de données ethnologiques dans ce que tu as dans ton corpus. Bon, on n'est pas au 19e siècle, il n'y a pas de description de langue ou de remarques sur le langage. Il y en a peut-être. Sur les, C'est trop tôt. enfin, tu parles du point de vue de réflexion sur. Ethnologique, ben, par exemple, des remarques sur le langage de l'esclave, quoi, du genre, c'est un langage primitif, il faut leur apprendre par le travail des missionnaires à parler un langage plus élaboré, enfin des choses comme ça, En quoi. regardant rapidement dans l'index des noms que j'ai mis à la fin de l'ouvrage, il y a deux références explicites à Hume. Il y en a une dans l'article qui est un article essentiel que j'ai rapidement cité de Damy Laville, qui est la population. Et il y en a un autre dans un article plus bref de Jaucourt qui s'appelle Rio Negro. Mais après, il faudrait relire ces articles Voilà. à la lumière de ce que tu viens d'avancer. Oui, parce que c'est pour montrer qu'en fait, l'évolution des théories de la connaissance font bouger, en fait, les critères moraux à l'intérieur. Suzanne, vas-y. Oui, merci. Merci, Eric Ménard, pour cette présentation très intéressante et qui donne envie de lire le livre et de voir ces articles de plus près. J'avais juste une question par rapport à ce que tu as mentionné au tout début
sur le fait que les mots esclave, esclavage reviennent le plus souvent pour parler de l'esclavage antique ou biblique. Et c'était pour savoir si jamais on mettait en rapport l'esclavage antique et l'esclavage colonial, étant donné que, comme on a vu, l'esclavage colonial est vraiment un phénomène évidemment moderne, pas du tout un archaïsme, mais ce serait quand même étonnant qu'on n'ait pas fait de rapprochement quelque part. Et donc, voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on a fait ce rapprochement à un moment ou à un autre dans ton corpus? Oui, alors il y a des articles qui sont, y compris que j'ai été en partie obligé dans l'ouvrage de tronquer, où on a, alors je crois qu'il y a l'article esclavage, alors ça c'est Jaucourt, mais là c'est sa référence à l'esprit des lois. Il faudrait que je reprenne le corpus. Esclave. Oui, il y a l'article esclave de Boucher d'Argis, que là j'ai été obligé de tronquer parce que l'essentiel de l'article évoque, ça se veut une histoire de l'esclavage, avec beaucoup de développement sur la période biblique, enfin sur la période sur l'esclavage dans la Bible. Et puis il y a aussi des références, mais qui sont liées aussi à une lecture de Montesquieu, à l'idée qu'il y a eu un esclavage qui est un esclavage dangereux, si j'ose dire, parce que excessif, qui aurait été, alors à chaque fois on entend des guillemets, hein, qui aurait été l'esclavage romain, parce que là il y a trop d'esclaves. Et la référence, bah, on la retrouve y compris explicitement même chez Diderot, avec le Spartacus des temps modernes. Donc il y a cette idée qu'il y a un esclavage modéré, mais ça c'est très dans l'esprit du travail de l'ouvrage de Montesquieu. Il y a un esclavage modéré, presque bienveillant, je dirais, qui est l'esclavage athénien, et puis où il y a possibilité d'affranchissement. Il y a aussi toute cette question qui est derrière, des articles qui sont intéressants sur affranchi, affranchissement. Et ce que j'ai dit, c'est que les articles sur affranchi, affranchissement, je les ai repris dans l'ouvrage, mais dans ces articles sur affranchi, affranchissement, n'est pas abordé la question, mais c'est tout au début, hein, c'est les premiers articles chronologiques, non seulement alphabétiques, mais chronologiques dans l'encyclopédie. Il n'y a rien sur la question des affranchis et de l'affranchissement dans les colonies esclavagistes contemporaines des encyclopédistes. Donc il y a une réflexion où évidemment ces hommes qui sont plus pétris de culture gréco-romaine, mais il y aurait donc, pour aller un peu vite, pour synthétiser, un esclavage modéré, dont l'exemple serait l'esclavage athénien, j'avais presque dit un esclavage démocratique, et puis l'esclavage impérialiste et excessif, et donc dangereux pour l'ordre, avec ce risque d'explosion sociale qui est celui de l'Empire romain. Mais on a aussi, je crois que c'est ça la difficulté de la lecture de ces articles, notamment, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement et constamment pensés, en tout cas, il faudrait les analyser plus finement, dans une perspective comparatiste. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de faire quelque chose qui est de l'ordre d'une mise au point qui est souvent, et très souvent sont des synthèses d'autres ouvrages, notamment de dictionnaires. Donc il y a des synthèses qui sont faites pour un apport sur ce qu'a été ou ce qu'aurait été l'esclavage antique au sens large. Et souvent on a un passage, je dirais presque sans transition, à l'esclavage. Alors il y a aussi d'autres articles, mais ceux-là je ne les ai pas suffisamment étudiés, qui sont les articles sur les esclavages contemporains dans lesquels on peut inclure le servage. Parce que le XVIIIe siècle, c'est aussi le moment où se développe le servage dans les pays de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. Et donc, il y a aussi toute une réflexion sur, mais qui là ne sont pas branchés, si j'ose dire, avec l'esclavage colonial. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, jusqu'aux articles qui vont être rédigés pour l'essentiel par Jaucourt, mais c'est une impression, hein. Je ne connais pas assez bien l'intégralité du texte et la complexité du texte pour l'affirmer aussi brutalement, mais ils ont une hypothèse, c'est que la question de l'esclavage, de la traite de l'esclavage colonial apparaît dans les derniers volumes. D'ailleurs, il y a quand même un indice, c'est la place, quand on regarde dans le tableau que j'ai fait, on voit que les articles les plus longs et les plus développés, les plus structurés, sont les articles qui sont écrits après la guerre de 7 ans.
Et donc, dans les derniers, le texte, me semble-t-il, le plus fort du point de vue de cette question, c'est notamment l'article et les articles de Jaucourt. C'est le moment où Jaucourt, d'ailleurs, devient celui qui va être un des auteurs majeurs de l'encyclopédie et qui va prendre en charge toutes les questions qui sont en rapport avec traite, Afrique, enfin tout ce qui concerne ce monde où l'esclavage des Noirs est en jeu. Avant de passer la parole à Gauthier qui a levé la main, je te la donne tout de suite. Juste une petite remarque. Dans les articles de l'encyclopédie, il y a beaucoup de références à l'Antiquité sur la question coloniale, sur la question des colonies. C'est-à-dire que très souvent, on compare les colonies modernes aux colonies antiques. Ouais. Alors, par contre, je ne me souviens plus très bien si dans cette comparaison la question de l'esclavage rentre ou pas. Mais en tout cas, il y a un vrai débat sur la question de la domination coloniale, sur ce que c'est que le rapport colonial. Donc ça, c'est vraiment très important. Et par ailleurs, j'avais fait il y a assez longtemps un bouquin qui s'appelle La Russie mise en lumière, où j'avais fait un petit peu le boulot que tu as fait, mais sur un objet qui était spécifique, qui était la Russie, où j'avais analysé à partir d'un corpus qui était non seulement celui de l'encyclopédie, mais aussi celui de l'encyclopédie d'Yverdon, le dictionnaire de Trévoux, etc. J'avais fait un recensement de tous les articles qui concernaient l'espace russe. Et effectivement, le servage n'apparaît pas dans les articles sur la Russie comme une problématique qui puisse être mise en relation avec l'esclavage racial colonial. Le servage apparaît comme un élément du débat autour de l'absence de tiers-États dans les sociétés d'Europe de l'Est et du fait qu'il n'y aurait que des nobles et des serfs. Et donc, il n'y a pas de mise en relation dans ma mémoire, enfin, je ne crois pas. Hein. Il faudra que je revoie mon bouquin parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit et que ça fait longtemps qu'il a été publié. Mais c'est une catégorie spécifique au débat sur la Russie, la question du servage. Et même le servage dans les États européens qui existent encore à l'époque, les États européens de l'Ouest, je veux dire, la main morte, etc., ne sont pas mis en relation avec la question du servage dans les pays d'Europe de l'Est, enfin, de ce qu'on appelle, nous, l'Europe de l'Est. L'article, oui, juste une seule. Vas-y, Eric, après je donne la parole à Gauthier. L'article là, je parcours très rapidement. Le passage que j'ai mis dans le bouquin de François Véron de Forbonnais qui s'appelle Colonie, et Forbonnais classe les colonies en 6 catégories. Les 5 premières d'entre elles renvoient à des références bibliques et antiques. Et c'est la dernière catégorie, la 6e, qui renvoie aux colonies tropicales, qui, selon lui, je cite, doivent être sous la dépendance de la métropole. Et là, il justifie quelque chose qui est aussi en débat du point de vue économique, qui est la question de l'exclusif colonial. Savoir si il faut que les colonies dépendent uniquement de leurs échanges avec la métropole, ou si, ça aussi c'est un autre débat, hein, s'il ne serait pas plus judicieux, bon, de toute façon c'est aussi la réalité quotidienne, enfin pas quotidienne, on sait très bien que entre ce qui est décidé à Versailles et ce qui va se passer à 7000 km, il peut y avoir quelques écarts, mais il y a constamment du commerce interlope, qui est évoqué d'ailleurs dans un des articles de l'encyclopédie. Donc il y a quelque chose, c'est voilà, j'ai l'impression qu'on a un saut, en tout cas si on prend l'article Colonie de Véron de Forbonnais, on passe de l'esclavage antique, presque sans transition, à l'esclavage post-colonisation, avec aussi quand même quelque chose qui revient assez fréquemment, enfin pas nécessairement, enfin qui revient, qui peut revenir, c'est de condamner la brutalité des Espagnols, c'est la légende noire qui est en jeu, la brutalité des Espagnols vis-à-vis des populations amérindiennes, qui est par ailleurs incontestable, mais j'ai trouvé très très peu de choses sur les relations. J'ai regardé avec les entrées géographiques, j'ai trouvé très... Alors il y a un article Caraïbes, il y a quelques articles qui évoquent les populations amérindiennes, mais finalement c'est pas quelque chose sur lesquels il semble avoir une information très développée, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs quand on voit le contexte dans lequel il travaille. Gauthier? Mais il y a quand même une condamnation qui serait finalement le reste. Enfin, j'y vais un peu trop rapidement là, mais disons un des grands responsables du développement de la traite et de l'esclavage serait la brutalité avec laquelle les Espagnols se sont comportés. Gauthier? Oui, bonsoir et merci pour votre exposé très, très intéressant.
Il se trouve que je suis un professeur dans le secondaire. Et en quatrième, effectivement, on traite l'abolition, les traites négrières au XVIIIe siècle, etc. Et moi, j'utilise beaucoup Bernardin de Saint-Pierre. Alors, je sais qu'il a collaboré avec les encyclopédistes. Je voulais savoir si vous le retrouviez parmi les 13 auteurs et quelle était son influence dans le débat anti-esclavagiste en France. Merci. Bonne question. C'est quand on dit bonne question, c'est qu'on est un peu pris de court. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je regarde dans ma Bernardin. Euh, et publiant. Voilà, il y a quelque chose qui me trouble, c'est que je ne le vois pas parmi les auteurs. J'ai fait un travail assez précis sur l'index des noms cités et je vois pas de traces de. Alors, à moins que je l'ai mis. Alors, peut-être n'a-t-il pas collaboré directement avec l'encyclopédie. Je sais qu'il était en contact avec eux. Il Non, mais la traversait. question que je vous pose, et c'est parce que j'ai pas la réponse précise. Il publie quand c'est son ouvrage sur, Le voyage Oui, à l'île de France, c'est 1773, oui, et pour voilà, les Virginies, c'est 1788. Oui, c'est ça. voilà. C'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que c'est postérieur à l'édition de la première édition de l'encyclopédie. D'accord. Alors, il y a quelque chose puisque vous abordez la question de la. Moi, il y a quelque chose. Hier, Marie-Albène de Surmain, il y avait un séminaire à Sciences Po et a évoqué la question là, de la façon dont était enseigné dans nos programmes de collège et de lycée, quelle était la place accordée à l'Afrique subsaharienne 18e, 19e. Et il y a quelque chose qui pose question, mais ça c'est un débat entre profs du secondaire, qui n'est pas totalement inintéressant d'ailleurs, qui est la façon dont les manuels utilisent l'image, et là je parle bien de l'image, qui peut être tableau ou gravure, comme une illustration, et interroge très peu. Et il y a quelque chose moi, qui m'a toujours étonné, mais quand j'ai étonné, c'est une façon de parler, si, quand même, qui m'étonne un peu, c'est l'utilisation des images produites soit au 18e par les Amis des Noirs, notamment Ne suis-je pas ton frère, et puis les images qui mettent en scène la première abolition. Je parle de celle qui est de février 94, ou la deuxième abolition. Et ce qui m'a toujours intrigué, et même un peu intrigué est un peu un euphémisme, qui m'a franchement toujours un peu énervé, c'est que dans les manuels scolaires, ces images sont présentées comme des illustrations et ne sont pas interrogées comme des documents que l'on peut justement, parce que quand on initie les élèves au travail, non pas d'historien, mais quand on les initie à l'histoire, la moindre des choses, c'est quand même de leur apprendre à lire des images et à montrer quel discours et quelle représentation on fait à la fois de ceux qui apportent la liberté et de ceux qui la reçoivent, y compris en étant à genoux. Sans parler des femmes au sein nu. Alors, moi, le tableau sur lequel j'ai travaillé pour justement le travailler avec les élèves, alors il est postérieur à la Révolution française, c'est le 1848 1849 de Biard, que tout le monde connaît, où on voit, et il est dans tous les manuels d'ailleurs, où l'on voit le représentant de la République, le commissaire, qui est à gauche du tableau, qui lit le décret, enfin qui apporte la liberté, et les Noirs qui n'en peuvent plus de bonheur, notamment une femme, et ça c'est une image qui n'est pas interrogée par les auteurs des manuels, on voit une femme noire les seins nus, donc on en déduit que c'est une nouvelle citoyenne, une ancienne esclave, qui est à genoux et qui remercie sa maîtresse, qui reste évidemment très digne, ce d'autant que, vous le savez, en 1948, les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés de leurs pertes pour relancer l'économie. En tout cas, c'est l'argument qu'a combattu Schœlcher, mais qui est l'argument qui a été avancé par ceux qui étaient favorables à l'indemnisation des planteurs. Donc là, il y a tout un travail aussi, mais je reviens à mes premiers amours. C'était la question de justement comment travailler avec les élèves et que transmettre de cette histoire, en sachant qu'on a un temps limité, que ce sont des questions complexes, mais ça, je peux l'attester. Ce sont des questions qui intéressent toujours les élèves. Avec chose qui m'intrigue, c'est la seule chose généralement qui reste de nos cours, parce qu'il faut être modeste aussi, hein. Enfin, bon, en tout cas, moi, je le suis, c'est le commerce triangulaire. C'est un truc qui marche toujours. Les élèves se souviennent toujours du commerce triangulaire. Alors, ce qui est embêtant, c'est quand on leur a appris que dans le commerce triangulaire,
il y avait de la pacotille et qu'on ne va pas expliquer la signification du mot pacotille, qui n'est pas de la verroterie ou de la pacotille, mais ça, c'est un autre problème. Mais j'ai regardé dans les manuels, ça a disparu. Enfin, je m'arrête là. Je n'ai pas répondu à votre question parce que j'avais Une pas... dernière question, parce qu'après, on va être obligé de plier les Gaules, comme on dit, Ouais. s'il ne reste plus que 6 minutes. Oui, une question peut-être rapide, hein, enfin, sur les images, tu as raison, mais je crois que en général, les manuels sont peu outillés, en tout cas, proposent peu de lecture critique des images, hein, qui sont bien souvent illustratives, quoi. J'avais une question à te poser ce que tu avais dit aussi à propos, enfin, ça rejoint un peu ce qu'évoquait Jacques sur ton corpus. Tu as parlé beaucoup d'emprunts. Tu évoques également dans ton introduction les procès ou les procès d'intention qu'il y a eu entre le dictionnaire de Trévoux et enfin, les auteurs du dictionnaire, les emprunts voilà, le Trévoux qui s'est fait piller et Trévoux qui pille ensuite l'encyclopédie. Est-ce que tu as pu suivre le trajet de ces emprunts, de ces réécritures, essayer de voir une espèce de cartographie des influences et des déplacements au fil du XVIIIe siècle de ces différentes informations? Alors, au fil du XVIIIe siècle, je ne suis pas allé jusque-là. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle au fil. Non, il y a deux choses. Il y a des articles. C'est dans les notes de bas de page que je l'ai fait avec des renvois. Alors, de deux choses l'une. Soit l'auteur, à la fin de son article, se réfère explicitement, alors explicitement, pas nécessairement en indiquant la page, mais enfin renvoie au nom quand il a utilisé un article de dictionnaire, renvoie explicitement au nom de l'auteur. C'est ce que fait en général Diderot. D'ailleurs, par exemple, le premier article que je vous ai montré, l'article à Caraï, se fait de ma part, Diderot renvoie, excusez-moi, mais en général, Diderot renvoie, et ça simplifie le travail, parce qu'après, je n'avais plus, grâce à Gallica, qu'à aller chercher l'article que citait Diderot ou un autre auteur. À Caraï, alors que... Non, là, il ne le fait pas, j'ai pas de chance. Mais pour d'autres articles, il y a, en plus en italique, et citer la référence. Alors, ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que j'allais chercher l'article auquel était référé, enfin, auquel se référait l'encyclopédiste. Et je comparais. Parfois, c'est vraiment ce que font maintenant à beaucoup plus de rapidité grâce aux outils informatiques, c'était du copier-coller. Et puis, il y a d'autres moments où à force de lire les articles sur la même thématique, je percevais l'influence où je me disais, tiens, ça, j'ai déjà lu quelque part. Et effectivement, ça me permettait de retrouver les articles de tel ou tel dictionnaire. Celui qui revient le plus, c'est quand même celui sur le commerce. Savary des Brulons. Savary des Brulons, qui est quand même celui qui est le plus fréquemment, enfin, dans ce que j'ai vu sur le corpus que j'ai constitué, c'est Savary des Brulons qui est le dictionnaire le plus souvent utilisé. Avec ce problème, c'est que c'est 1700, alors il y a plusieurs éditions, mais l'édition que je crois utilise Diderot, c'est doit être une édition, alors je vous dis ça de mémoire, du côté de 1730, et il écrit plus de 20 ans plus tard, et il peut y avoir, notamment c'est comme ça que je me suis posé la question, parce qu'il écrit des choses sur notamment l'article Café qui pose, je ne sais pas si c'est Diderot qui l'a fait, mais enfin, l'auteur de l'article Café pose plein de questions, parce que ce qu'il écrit dans l'encyclopédie ne correspond absolument plus à l'état, il y a eu le développement de l'île Bourbon entre-temps, enfin, ça ne correspond pas exactement à l'état au moment où il écrit de développement de telle ou telle plantation. Et souvent, d'ailleurs, il passe à côté, dans les premiers articles en tout cas, il passe à côté du développement de l'économie sucrière. Ils sont encore sur une économie vivrière qui correspond au tabac, qui correspond au premier temps de l'implantation des colons dans l'espace caraïbe. La première édition de Savary des Brulons, c'est 1723. Oui, c'est ça. 1723, il y a une réédition. Alors, selon les... mais il n'y a pas... J'ai regardé parfois, parce que par Gallica, j'avais accès, oui, je crois que je disais surtout Gallica, j'arrivais à avoir accès à plusieurs éditions, mais celle de 1723, c'est quand même... Le corpus est essentiellement constitué à ce moment-là. Il n'y a pas une grosse
j'ai pas vu des amendements ou des modifications significatives. Non, d'autant que Savary des Brulons est mort à ce moment-là. Donc, oui, c'est ça, il est mort. Mais c'est son héritier qui oui, c'est vrai. réédite 20 ou 30 ans plus tard l'ouvrage sans faire de modifications qui m'ont semblé significatives. Alors,